Lors d'une journée d'école ordinaire, Haruka est assis seul à son bureau car il est un vrai solitaire. Il est bien conscient de son statut de solitaire et, en fait, il aime être seul, car sa seule autre option serait de traîner avec ses camarades de classe, et il les déteste profondément. Il y a plusieurs groupes dans la classe, y compris les délinquants, les filles populaires, les accros de la salle de sport, et puis il y a les autres dont tout le monde se fiche. Haruka n'appartient à aucun de ces groupes, et cela lui convient parfaitement, car cela lui laisse plus de temps pour lire ses livres sans avoir d'amis. Cependant, sa session de lecture est interrompue lorsqu'une lumière vive apparaît sous lui. On dirait qu'un cercle d'invocation est en train de se former sous les élèves, et pendant un moment, Haruka est excité, car il sait que cela signifie qu'il va partir pour une aventure isekai. Mais ensuite, il réalise qu'il a eu trop de temps d'écran pour un solitaire, et s'il sait quelque chose sur les isekai, c'est qu'il va se faire avoir d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas question pour lui de devenir une victime de ce cirque, donc pendant que le portail est encore en cours de chargement, il se dirige vers la porte et essaie de sortir. Malheureusement, la porte semble être verrouillée par magie, donc peu importe la force qu'il utilise, il n'arrive pas à sortir de la pièce. Le portail est presque complètement chargé, et ses camarades de classe commencent à disparaître, se dissipant dans les airs. Dans un dernier effort pour éviter son destin dans cet autre monde, Haruka décide de se faufiler dans les conduits de ventilation pour attendre que le cercle d'invocation soit passé. Il saute et parvient à se frayer un chemin dans le plafond de la classe, mais juste au moment où il pensait être en sécurité, le cercle d'invocation le suit à travers le toit et il finit par être invoqué de toute façon. Ça craint qu'il n'ait pas pu rester sur Terre, mais puisqu'il sait déjà comment ce genre de choses se passe, il s'attend à voir apparaître un roi bedonnant ou une jolie princesse qui va lui demander de l'aide ou quelque chose du genre. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. En effet, Haruka voit un vieil homme chauve agitant frénétiquement les bras, paniqué à la vue de Haruka. Apparemment, le vieil homme est Dieu, et c'est lui qui est en charge de l'invocation. Il a déjà envoyé tous les camarades de classe de Haruka dans l'autre monde, mais comme Haruka a eu l'idée de se cacher dans le plafond tout en finissant par être invoqué, son invocation a été un raté. Dieu doit l'envoyer dans l'autre monde rapidement avant d'avoir des ennuis pour ce fiasco. Il dit à Haruka qu'il recevra des capacités pour l'aider dans l'autre monde, mais comme il est en retard, toutes les bonnes capacités ont déjà été choisies. Il ne reste que les compétences dont personne ne voulait, comme le jeu des dés de Paris, des lentilles de contact, et un bâton. Pour aggraver les choses, Haruka n'a qu'un nombre limité de compétences qu'il peut choisir, donc il commence à se défouler sur Dieu pour l'avoir invoqué et lui laisser uniquement des compétences pourries. Dieu sait qu'il a fait une erreur, mais il n'a pas obtenu son diplôme à l'université des dieux juste pour se faire crier dessus par un lycéen, donc il dit à Haruka qu'il va lui donner toutes les compétences restantes en guise d'excuse, mais qu'il ne veut plus voir sa vilaine tête ici. Puis, il téléporte immédiatement Haruka dans l'autre monde. C'est cool qu'il ait plus de compétences que d'habitude, mais ça ne lui sert pas à grand chose s'il est largué dans les bois dès son arrivée. Il n'a jamais vécu dans les bois auparavant et il n'a pas de provisions, mais il remarque ensuite une pochette par terre. Il s'avère que c'est un set villageois, et cette pochette lui permet de stocker un nombre illimité d'objets dans son inventaire. Il y a aussi un tas d'équipements de départ dedans, donc au moins, Haruka ne va pas commencer sans équipement. Après avoir équipé ses affaires, il décide de vérifier ses statistiques, mais à cause des dés de Paris, il doit lancer un chiffre pour obtenir des points de statistiques. Il se lance et jette les dés par terre. Résultat, il obtient un score de M, et il n'a aucune idée de ce que signifie M. Il décide donc de mettre les points M dans sa statistique de chance. À sa grande surprise, lorsqu'il ouvre la fenêtre de statistiques, sa statistique de chance est complètement au maximum, ce qui lui fait regretter de ne pas l'avoir utilisée pour quelque chose de mieux. Il continue de parcourir ses statistiques et, à sa grande surprise, en plus de toutes les compétences inutiles, il a également acquis 2 compétences uniques. Parce qu'il était un solitaire sur Terre, il ne pourra pas former de groupe dans ce monde, même s'il le veut, mais en échange, sa deuxième compétence lui permet de forcer les monstres à le servir, puisqu'il ne pourrait pas se faire des amis autrement. Haruka est un peu déçu de ne pas avoir la chance de se constituer un harem, mais c'est comme ça. Pour l'instant, il est plus préoccupé par le fait qu'il ne voit aucun de ses camarades de classe à proximité, ce qu'il trouve étrange puisque cet endroit est censé être le point de départ. Mais après tout, il ne se souciait pas d'eux avant, alors pourquoi s'en soucierait-il maintenant? Il doit se concentrer sur l'obtention de provisions pour vivre confortablement dans les bois, mais c'est plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il ne voit presque rien avec tous ces arbres autour. À ce rythme, il ne tardera pas à tomber accidentellement sur un monstre, et si cela arrivait, il serait sûrement un homme mort. C'est alors que Haruka se souvient qu'il a une compétence de lentille de contact, alors il les met et soudain, il peut voir toutes sortes d'informations sur son environnement. Il s'avère que les lentilles de contact sont équipées d'une compétence d'évaluation, et grâce à cela, il peut traverser la forêt facilement et trouver des champignons qu'il peut manger sans risquer de mourir. Il décide d'en ramasser, et grâce à son sac de villageois, il peut en prendre autant qu'il veut. Il se dirige ensuite vers la rivière à proximité et utilise son sac pour puiser un peu d'eau à boire.
Mais une fois qu'il a terminé, quelque chose d'autre attire son attention, alors il retourne dans la forêt et trouve une petite grotte. Elle semble trop intéressante pour être ignorée, alors Haruka dit une petite prière au cas où un monstre serait à l'intérieur et l'attaquerait. Après cela, il commence à explorer la grotte. Heureusement, il semble qu'il n'y ait aucun monstre ici, et l'endroit est assez spacieux. Il pourrait donc en faire sa base d'opération. Il sort une tente et une lanterne magique de son sac pour installer le camp, puis il allume un petit feu avec sa magie de contrôle de la température pour se réchauffer pendant la nuit. Par coïncidence, l'utilisation de sa magie de température lui permet de débloquer un nouveau sort de feu, et sa vigilance face au monstre lui a permis d'acquérir plusieurs compétences de détection. Cependant, la seule compétence offensive de Haruka est un bâton, donc il doit encore trouver un moyen de se défendre. Le lendemain matin, Haruka se réveille en sursaut, quitte nerveusement sa tente, et à son grand soulagement, il n'y a eu aucune attaque de monstre pendant la nuit. Il est en sécurité, tout cela grâce aux propriétés anti-monstres de ces objets inutiles. Mais même s'il est à l'abri du danger, cela ne le protège pas de la faim. Il sort donc une poêle et fait cuire certains des champignons qu'il a ramassés la veille. Si vous vous demandez d'où vient la poêle, elle se trouvait tout simplement dans son sac de villageois, avec un ensemble complet de couteaux de cuisine et un peu de viande séchée. Jusqu'à présent, ce sac a été l'objet le plus utile dans l'arsenal de Haruka, et il se demande quel genre de villageois l'avait stocké avant qu'il ne l'obtienne. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a mangé, il doit réfléchir à ce qu'il va faire ensuite. Il sort donc et fait une petite promenade pour y réfléchir. Pour l'instant, cette grotte fera bien l'affaire comme base d'opération, mais Haruka doit encore s'inquiéter de trouver une source fiable de nourriture et de créer des mesures de sécurité contre les monstres qui pourraient tenter de l'attaquer dans ce monde. Heureusement, avec ses lentilles de contact, il ne devrait pas avoir trop de mal à rassembler suffisamment de nourriture pour tenir un moment, car il trouve presque immédiatement d'autres champignons et des herbes. Mais il doit encore trouver une solution à son problème de monstre. C'est à ce moment-là que la compétence de détection de Haruka s'active, et il remarque quelque chose qui se passe à proximité. Il décide d'aller voir, et il est horrifié lorsqu'il se rend compte que le bruit est causé par des gobelins. Ce serait déjà assez mauvais s'il n'y en avait qu'un, mais il y en a deux, et ils ont tous deux des statistiques de force supérieures aux siennes. Il se demande s'il sera capable de les vaincre avec sa force actuelle et envisage de s'enfuir. Mais le fait qu'il vive dans cette forêt signifie qu'il devra tôt ou tard affronter les gobelins s'il veut survivre. Il choisit de passer à l'action tant qu'il a encore l'élément de surprise. Cela dit, il n'est pas sûr que son bâton soit suffisant pour faire le travail à lui seul, alors il essaie d'utiliser l'une de ses compétences inutiles pour envelopper le bâton de magie, afin de voir si cela peut changer quelque chose. Cela fonctionne mieux qu'il ne le pensait, alors il bondit hors des buissons et frappe l'un des gobelins. Après l'avoir frappé à la tête, le gobelin est étourdi et confus, mais Haruka ne s'arrête pas là et continue de le frapper jusqu'à ce qu'il meure finalement. Voilà un gobelin en moins, mais il doit encore s'occuper du deuxième. Alors que celui-ci le charge, Haruka esquive son attaque. Maintenant qu'il a pris le coup, Haruka se rend compte que les attaques du gobelin sont en fait très faciles à prévoir, alors il les évite sans effort avant de le frapper avec une vague de magie. Ayant remporté son premier combat contre des gobelins, Haruka pense qu'il en a fait assez pour la journée et décide de retourner à la grotte pour se reposer un peu. Une fois de retour, il fait griller des champignons pour le dîner et examine la massue qu'il a récupérée sur le cadavre du gobelin. Elle fait beaucoup de dégâts, mais elle est lourde et a une portée courte. Haruka décide donc de continuer à utiliser son bâton pour l'instant. Il vérifie ensuite ses statistiques et, à sa grande surprise, il a gagné un niveau grâce au combat d'aujourd'hui, et non seulement cela, mais toutes ses statistiques existantes ont doublé. Le lendemain matin, Haruka se réveille et prend son petit déjeuner comme d'habitude, mais il commence à en avoir assez de manger des champignons tout le temps. Il aimerait vraiment pouvoir manger de la viande ici, mais il devra apprendre à chasser pour cela, et avant cela, il doit apprendre à se renforcer. La première chose qu'il veut essayer est la compétence de fusion magique qu'il a acquise. Pour une brève explication, cette compétence recouvre tout son corps de magie afin d'augmenter ses défenses physiques et magiques. Elle augmente également considérablement sa force, ce qui devrait lui permettre de combattre avec beaucoup plus d'efficacité. De plus, sa compétence d'évaluation est passée au niveau 2, alors il l'utilise pour voir si quelque chose a changé. Mais la seule différence est qu'il y a un point d'interrogation à côté de toutes les descriptions. Haruka n'a manifestement jamais joué à des jeux vidéo auparavant, car il passe une minute entière à essayer de comprendre ce que pourrait signifier une icône en forme de point d'interrogation, et finit par abandonner. Il décide alors de sortir pour faire un peu d'entraînement magique. En quittant la grotte, il remarque quelque chose par terre et le ramasse, pensant que cela pourrait être de la viande, mais il s'avère que c'est encore un champignon. Peut-être qu'il délire, mais Haruka espérait vraiment que la viande pousserait sur les arbres dans ce monde. Il se rend vite compte qu'il ne trouvera pas de viande en fouillant le sol de la forêt, alors il décide de commencer son entraînement magique. Il active son infusion de mana et fait un pas en avant, mais avec l'augmentation physique qu'il obtient, il se retrouve à bondir de plusieurs mètres en avant. Son corps se sent beaucoup plus léger qu'auparavant, et avec très peu d'efforts,
il peut facilement se déplacer dans la forêt, presque comme s'il se téléportait. De plus, sa dextérité est également grandement améliorée, ce qui lui permet de se déplacer et de frapper avec une grande précision. La première chose qu'il fait avec sa nouvelle force est de défier 2 gobelins au hasard, et contrairement à la veille, il parvient à assommer le gobelin en un seul coup. Il se sent vraiment confiant avec sa nouvelle force, pensant pouvoir gérer encore plus de gobelins. Mais lorsqu'il voit un groupe de 3 gobelins, il commence à avoir des doutes et recule lentement avant qu'ils ne l'attaquent. Il décide qu'il a travaillé assez dur pour la journée et retourne à sa grotte pour s'entraîner à la magie. Il continue cette routine, le jour, il pratique le combat, et la nuit, il bricole avec sa magie pour voir ce qu'il peut faire. Apparemment, il peut même fabriquer des tables basses. En suivant cette routine, Haruka parvient finalement à vaincre un gobelin en un seul coup et à créer une véritable table grâce à son artisanat magique. Il l'utilise ensuite pour fabriquer une porte pour sa grotte, ce qui lui permet de sortir la nuit, et cela signifie qu'il peut enfin partir à la chasse. Il décide de chasser un lapin parce qu'il n'a pas goûté de viande depuis si longtemps. Mais lorsqu'il finit par l'attraper et s'apprête à commencer à le cuisiner, il remarque quelque chose d'autre à proximité. Au début, il pense que c'est un gobelin, mais en y regardant de plus près, il se rend compte que c'est quelque chose de bien pire, ce sont les délinquants de sa classe. Il n'a vraiment pas envie de devoir leur parler, alors il prévoit de s'éclipser dans l'autre direction. Mais en partant, il remarque aussi que les nerds, filles populaires, tout comme les gros bras. Il ne pense pas que les nerds soient si mauvais, puisqu'il traînait parfois avec eux à l'école, mais il ne veut toujours pas avoir à leur parler. Enfin, il aperçoit le groupe du conseil des étudiants, avec la déléguée de classe. Même s'il déteste socialiser avec les gens de sa classe, il doit admettre que la déléguée a toujours été vraiment gentille avec lui. Ce serait donc la moindre des choses de lui rendre cette gentillesse, même si c'est juste pour lui dire bonjour. Il envisage brièvement de se révéler et de lui parler, mais il ne veut pas non plus gâcher la vie solitaire qu'il a déjà. Puisque personne ne sait qu'il est ici, il a l'occasion d'être vraiment seul, comme il l'a toujours voulu, pas de discussions inutiles, pas d'impôts à payer, et personne pour l'embêter. Il ne veut vraiment pas gâcher ça en ayant des contacts avec ses camarades de classe, car ils sont déjà assez agaçants. C'est pourquoi il décide officiellement d'ignorer ses camarades et de vivre seul, pour conquérir ce monde tout seul. Au moment où les délinquants s'approchent trop de Haruka, il se jette immédiatement sur un buisson pour se cacher. Mais l'un d'eux a l'impression d'entendre une voix dans cette direction, alors il s'approche lentement pour vérifier, ce qui met Haruka sous pression. Heureusement, un lapin sort de là et les convainc qu'il n'y avait rien, ce qui les pousse tous à s'en aller. Haruka les suit pour voir qu'ils se reposent près de la rivière et, bien qu'il ne veuille pas avoir de relation avec eux, il doit savoir de quoi ils parlent. Mais quand il les écoute attentivement, il découvre qu'ils parlent seulement de choses obscènes concernant les filles de la classe. Bien que cela l'inquiète, il sait que les filles ont la représentante de classe pour les défendre, donc même s'ils essaient de causer des problèmes, elle les arrêtera. À ce moment-là, l'un d'eux attrape un autre étudiant nommé Tanaka. Ils veulent qu'il leur confirme si cette compétence leur permettra de faire tout ce qu'ils veulent, et en voyant que c'est le cas, ils veulent aussi qu'il leur explique comment ça fonctionne. Haruka reconnaît Tanaka, se rendant compte qu'il l'utilise comme un navigateur vivant. L'un d'eux propose de rentrer, car il pense que le représentant suppléant les attend. Une fois qu'ils se sont tous éloignés, Haruka suppose que toute la classe est en amont du fleuve, dans la direction que les délinquants ont prise, et avec cela, il se répète que vivre en solitaire est le chemin à suivre, se dirigeant directement vers sa nouvelle base. En arrivant là-bas, il est assez surpris de voir ses statistiques. Il découvre que son niveau de solitude vient d'augmenter. Cela le fait croire que c'est parce qu'il a évité ses camarades de classe, et que si c'était aussi, son niveau aurait également augmenté. Après tout ce travail acharné, il se serait déséquilibré ici même, réalisant que ces titres détruisent réellement l'estime de soi. Mais il est encore au niveau 3, et cela est probablement dû au maître du néant ou à des compétences de fou. Il savait que ces derniers seraient difficiles à faire monter en niveau, car il ne sait même pas ce que fait le maître du néant. Cela signifie probablement qu'il ne peut pas se concentrer sur une chose, du moins pas assez pour réussir, mais cela lui permet de gérer la plupart des choses plutôt bien. C'est à ce moment-là qu'il remodela sa caverne pour la rendre beaucoup plus habitable, lui donnant une apparence très agréable. Quant à la compétence utilisable, il se demande si cela fait de lui un type de marionnette ou un idiot comme un imbécile inutile, ce qui est mauvais, probablement même pire. Le jour arrive, où à minuit, Haruka a des problèmes pour dormir à cause du bruit qu'ils font dehors. Pour cette raison, il sort dans la forêt pour voir ce qui se passe, pouvant observer que les nerds se battent contre des gobelins. Il pense qu'ils sont dans une mauvaise situation, et cela le fait se demander s'il devrait les aider. Ce qu'il fait, c'est utiliser l'évaluation, vérifiant s'ils n'ont vraiment pas besoin d'aide, car ils ont des classes bien meilleures que la sienne. Il ne comprend pas pourquoi il est le seul ici, mais se rappelle ensuite qu'ils ne sont pas coincés avec des choses comme lui, mais qu'ils ont des trucs OP. Cela lui rappelle quelque chose, la classe était pleine d'athlètes exceptionnels et d'étudiants brillants, fils de célébrités et des choses comme ça.
Il se demandait aussi comment un enfant normal comme lui a fini là. Il sait que ces nerds sont des professionnels dans ce domaine, donc ils s'en sortiront, mais avant de partir, sa perception lui signale quelques gobelins qui s'apprêtent à les attaquer par derrière. En conséquence, il n'hésite pas et sort de sa cachette pour attaquer les deux gobelins et les vaincre habilement. Après cela, il se retourne vers eux pour leur demander comment ça va, mais par coïncidence, les nerds ne lui prêtent pas attention, car ils viennent juste de terminer de vaincre les derniers gobelins. Quand il réalise qu'il s'agit de lui, il n'hésite pas à s'approcher pour le saluer amicalement, le remerciant de les avoir sauvés. Haruka n'est pas capable de parler correctement avec eux, car il avait déjà oublié comment avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Après cela, il les emmène dans sa caverne, et en voyant l'intérieur, tous sont impressionnés par le luxe qu'elle présente. C'est alors que Haruka leur demande ce qui est arrivé aux autres, à quoi ils répondent finalement qu'en réalité, ils sont en train de fuir, pour ainsi lui raconter les détails de ce qui s'est passé. Apparemment, tout a commencé lorsque tous, sauf lui, ont été transportés dans la forêt. À ce moment-là, les autres ont commencé à paniquer car ils ne comprenaient absolument pas la situation. Malgré la nervosité, les nerds restaient calmes en examinant leurs statistiques et en commençant à enquêter, ce qui a fait que les délinquants se sont approchés d'eux pour exiger qu'ils disent ce qu'ils savaient. D'un autre côté, la représentante de classe restait détendue et surprise que ce soit un isekai, mais en les voyant si bouleversés, elle a essayé de les calmer. À ce moment-là, quelqu'un lui a signalé qu'elle avait quelque chose derrière elle, qui s'avérait être un groupe de gobelins, ce qui l'a paralysé de peur. Même les délinquants ont tremblé de peur devant ces monstres, mais dans le cas des nerds, ils ont immédiatement sorti leurs armes, confiant que les gobelins étaient un obstacle facile. Après avoir montré qu'ils pouvaient être vaincus, les athlètes ont apparemment bien défendu, éradiquant ainsi les monstres avec leur ingéniosité. Ensuite, la représentante de classe a dirigé tout le monde vers une clairière sécurisée près de la rivière. Les nerds ont utilisé leur connaissance de l'isekai et de la survie pour aider à installer un campement. Apparemment, la représentante de classe a organisé les choses et mis tout le monde au travail en les séparant en groupes pour qu'ils assument différents rôles et tâches, et ainsi, tout le monde s'est uni et a travaillé ensemble. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Il s'avère que les filles n'ont pas voulu se donner la peine de monter des tentes et se sont séparées du groupe, quelque chose que la représentante de classe n'a pas pu empêcher. Les autres ont vu cela, et ont fini par partir également, suggérant à la représentante de classe de laisser le travail aux nerds. C'est ainsi que la classe s'est disloquée. Dès ce moment, seule la représentante de classe, les nerds, et quelques autres étudiants faisaient un quelconque travail. Les autres se plaignaient sans rien faire, mais les nerds devaient travailler davantage et défendre le camp des gobelins. L'un d'eux pense que la compétence charme accorde probablement un contrôle sur les gens, et il y a aussi le marionnettiste, ce qui est de mauvaises nouvelles. Il a vu les délinquants choisir ses compétences dans la salle blanche, ce qui explique pourquoi les nerds ont décidé de monter en niveau sans arrêt pour contrer ces mauvaises compétences choisies par les délinquants. Ils se sont également chargés de les surveiller, et c'est alors qu'ils les ont entendus parler de leur plan de harem. À cause de cela, les nerds ont parlé à la représentante de classe pour l'en informer, et elle a décidé qu'il fallait faire quelque chose, se convainquant elle-même de monter aussi en niveau. Mais les délinquants ont réussi à utiliser charme et marionnettiste quelques jours après, et la représentante de classe est tombée sur eux à ce moment-là. À ce moment, tous les délinquants étaient à terre, apparemment incapables de bouger. Les nerds ont saisi cette opportunité pour utiliser leurs compétences de scellement sur eux afin de rendre charme et marionnettiste inutilisables. Une fois leur plan de harem découvert, les délinquants ont été expulsés du camp. Cependant, peu de temps après, ils sont revenus pour attaquer le camp par surprise, créant un chaos total. Après avoir incendié les tentes, ils ont averti qu'ils reviendraient plus tard avant de se retirer. Pour une raison quelconque, les otaku ont été tenus pour responsables de ce qui s'était passé, car les filles les ont vraiment blâmés, et les autres ont fini par soutenir cette opinion. Ce que la représentante de classe a fait, c'était de se mettre en travers pour les défendre, essayant de leur faire voir que le groupe de Oda, le leader des nerds, n'avait rien fait de mal. Elle et quelques autres étudiants les ont soutenus, mais c'était trop à supporter, alors les otaku sont partis. En écoutant cette histoire, Haruka est devenu très ému, comprenant bien qu'ils avaient vraiment passé un mauvais moment. C'est pourquoi il leur propose qu'ils aient un festin ce soir, souhaitant organiser une fête de champignons, une idée que les autres n'ont pas très bien accueillie. Cela s'est terminé le lendemain avec les otaku, ce qui fait supposer à Haruka que ne pas être solitaire n'est pas si mal parfois. C'est ici que Haruka se sépare d'eux, car il doit partir. Avant cela, Oda lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir les accompagner, car ils descendent la rivière pour chercher un village et commencer en tant qu'aventurier. Il sait que, parmi toute la classe, Haruka est sûrement plus à l'aise avec leur groupe qu'avec n'importe quel autre. Haruka lui donne raison, car ils avaient l'habitude de partager des livres et ce genre de choses, mais il doit décliner, refusant d'une manière bien dramatique. Une fois qu'ils reprennent leur route, il pense qu'il adorerait aller au village, mais avec ses statistiques, il sait qu'il ne ferait que les ralentir. Il préfère alors aller voir les autres,
car les otaku semblaient préoccupés par la représentante de classe. En chemin, il tombe sur un kobold qui le mord un peu, mais il réussit à gagner. Après avoir marché un moment en souffrant, il arrive à l'endroit où le campement était supposé se trouver, mais il n'y a rien. À ce moment, sa détection d'ennemis s'active, ce qui lui permet de visualiser une trace de pas. En la suivant pendant quelques minutes, il détecte un groupe de personnes un peu plus loin, mais a la grande malchance de découvrir que ce sont les filles. Avec les nerfs à vif, il essaie de dissimuler sa présence tout en faisant demi-tour discrètement pour partir sans attirer l'attention. Cependant, celle-ci, en remarquant sa présence, lui demande de s'arrêter. Haruka n'obéit absolument pas et commence à courir sans s'arrêter, sachant que ces filles sont tout le contraire d'une vie tranquille et solitaire. Soudain, l'une d'elles le supplie de s'arrêter, et cela le fait immédiatement se figer, car il trouve cela très étrange venant de leur part. L'une des filles lui demande s'il est ami avec la bande de Oda, car elles les cherchent et veulent qu'ils leur disent où ils se trouvent. Incapable de s'habituer à leur attitude agressive, Haruka leur demande pourquoi elles cherchent les otaku, supposant qu'elles veulent simplement les exploiter. Elle lui explique qu'elles veulent seulement s'excuser, car elles ont réalisé que c'est uniquement grâce à eux qu'elles sont encore en vie. Haruka sent qu'elles sont sincères, surtout parce qu'il n'imaginerait jamais les voir s'excuser dans le monde réel. Ce qu'il leur dit, c'est qu'elles ne pourront jamais les atteindre, mais malgré cela, elles veulent toujours savoir. Avant de répondre, Haruka leur demande si elles peuvent sortir de cette forêt ou si elles peuvent se battre contre des monstres, voulant savoir si elles veulent vraiment retrouver leur sauveur pour s'excuser ou si elles vont abandonner. En les voyant sans réponse, il leur fait comprendre qu'il attend une réponse maintenant, voulant vérifier si elles sont sérieuses, tout cela pour protéger les otaku. Les filles commencent à pleurer, disant qu'elles voulaient juste s'excuser et ne veulent pas mourir. Ensuite, elles se mettent à le supplier de leur enseigner tout ce qu'elles ont besoin de savoir pour survivre jusqu'à ce qu'elles retrouvent les otaku et puissent se réconcilier avec eux. À ce moment, l'activité de subjugation de Haruka s'active, tout cela parce qu'il a dit oui par réflexe. En vérifiant son menu, il voit qu'il y a une liste de subjugation avec les noms des filles, la leader, fille A et fille D. Cela stresse beaucoup Haruka, car maintenant, elles sont derrière lui en tant que membre de son groupe. Alors qu'ils avancent, il essaie de les gronder parce qu'elles le suivent comme des chiots, mais il n'obtient aucune réponse d'elles, car après tout, elles ont été subjuguées. Il s'inquiète pour leur faible vitalité et pour savoir comment elles s'en sortiraient contre les méchants sans rien dire, ce qui est assez terrifiant au point qu'il a envie de pleurer. En plus de cela, elle ramasse les cristaux des monstres et les lui apporte comme des chiens. Haruka se rend compte que la leader des filles est blessée, alors il lui donne une potion de soin, mais elle se la verse dessus. Face à cette situation, il sait que si la représentante de classe le voyait, elle le gronderait terriblement, car maintenant, il a les filles comme si elles étaient des esclaves. À cause de cela, il commence à se demander comment annuler la subjugation, et tandis qu'il essaie de trouver une solution, il se trouve que la représentante de classe apparaît derrière lui pour le saluer. Pendant ce temps, les délinquants discutent à nouveau du plan, ayant déjà l'information sur l'endroit où se trouvent les filles, mais leur leader leur rappelle que chaque chose en son temps, car ils doivent d'abord se débarrasser de ces problèmes. Cela ne semble pas du tout amical. Haruka sursaute en voyant la déléguée de classe qui se tient derrière lui en criant son nom sans prévenir. Il l'appelle par son titre, ce qui l'énerve, car elle pensait qu'il l'appellerait au moins par son prénom depuis qu'ils se connaissent depuis la première année. Suivant la déléguée, les autres filles arrivent épuisées d'avoir couru jusqu'ici, mais leur présence n'est pas si importante, alors Haruka ne leur prête pas attention et explique à la déléguée pourquoi le groupe de filles prétentieuses agit de manière si étrange. Comme il ne peut pas lui dire qu'il a accidentellement pris le contrôle de leur esprit, il se demande quelle excuse il peut inventer, tandis que la déléguée devient de plus en plus suspicieuse face à la situation, considérant tous les scénarios possibles. Il réalise qu'il ne va pas sortir de cette situation en faisant des excuses, alors il lui révèle que les 3 filles prétentieuses, dirigées par Shimazaki, lui sont asservies. La déléguée de classe est dégoûtée par les actions perverses de Haruka et exige de savoir pourquoi il utiliserait la compétence de servitude sur elle, alors qu'elle n'est censée être utilisée que sur des monstres. Haruka promet que sa compétence s'est activée toute seule et prétend ne pas savoir comment elle fonctionne. Aucune des filles ne croit ses mensonges, même s'il dit la vérité, et elle lui lance des regards acérés, lui donnant des frissons dans le dos. Réalisant qu'elle le pense maintenant complètement crépi, Haruka décide qu'il est préférable de s'éloigner silencieusement, mais avant qu'il puisse s'échapper, les filles l'arrêtent en disant qu'elles doivent d'abord le punir pour ses péchés. La déléguée de classe secoue plusieurs fois Shimazaki, la leader du groupe de filles autoproclamées, ce qui permet à Shimazaki de reprendre conscience. Maintenant qu'elle et ses amis sont revenus, le processus d'enquête commence, et la déléguée demande à toutes des détails minutieux de leur interaction avec Haruka pour confirmer si les coupables ne seraient ce qu'un peu. Pendant ce temps, Haruka est laissé seul au loin. Il décide d'utiliser ce temps pour pratiquer l'expansion de sa base en activant sa compétence. Il essaie de pratiquer sa technique pour créer un sous-sol, mais cela se retourne contre lui, le faisant rester coincé dans le sol, à l'exception de sa tête.
La déléguée vient s'inquiéter pour Haruka et finit par être totalement confuse en ne voyant que sa tête au-dessus du sol. Il explique qu'il s'est retrouvé dans cette position après avoir expérimenté l'une de ses compétences. Elle le soulève avec ses mains nues, montrant qu'elle mérite d'être appelée une femme forte. Maintenant que tout le monde, y compris Haruka, se sent intimidé, la déléguée décide de rendre son jugement sur Haruka pour ses actions. D'après ce qu'elle a entendu de Shimazaki et des autres, elle conclut que Haruka n'essayait que de les aider. Ainsi, elle et les autres lui présentent leurs excuses pour l'avoir mal jugé plus tôt et le remercient de leur avoir montré de la gentillesse. Maintenant que tout est éclairci, le solitaire veut rentrer chez lui, révélant accidentellement aux filles qu'il a construit une base ici pendant son temps libre. Il leur dit nonchalamment que cette maison peut facilement accueillir 200 personnes et dispose de plusieurs cuisines, toilettes et salles de bain. En apprenant que Haruka vit en fait dans le luxe tout seul, elles insistent pour l'accompagner chez lui, voulant y passer la nuit. Après cela, Haruka les guide à travers toute la forêt comme un navigateur professionnel et les accueille dans son humble demeure. La grotte de Haruka ressemble maintenant à un manoir luxueux, donc bien sûr, les filles sont plus qu'excitées à l'idée de rester ici. Après avoir exploré le salon, la cuisine et les toilettes, les filles découvrent la salle de bain massive et oublient complètement l'existence de Haruka, se précipitant directement dans la baignoire. Haruka vit essentiellement le rêve d'un otaku, et en voyant toutes les filles agir comme des sauvages, son cerveau surchauffe. Ne pouvant plus supporter d'être entouré d'un groupe de filles, le solitaire décide de se retirer et retourne dans sa chambre pour passer une bonne nuit de sommeil. Soudain, la déléguée de classe vient dans sa chambre pour le remercier de les avoir aidés. Elle lui raconte son triste passé, lui expliquant comment tous leurs camarades de classe masculins les ont abandonnés, les laissant mourir seuls dans la forêt impitoyable. Mais maintenant que les filles ont un endroit où rester, elles se sentent beaucoup mieux et se sont calmées. La déléguée est en colère contre elle-même de ne pas être à la hauteur, et Haruka lui offre des mots réconfortants, lui disant qu'elle est une bonne personne et qu'elle ne devrait jamais se comparer aux autres. La déléguée se sent mieux grâce à Haruka et s'en va pour la nuit. Les filles autoproclamées semblent avoir leur propre lit somptueux dans la chambre d'amis, et l'une d'elles murmure dans son sommeil « Je suis désolée, Oda », Oda étant la leader du groupe de nerds. Cette fille se sent désolée de les avoir chassés de leur base il y a quelques jours. Pendant ce temps, Haruka ne peut plus dormir, il ne peut s'empêcher d'imaginer avoir un harem pour lui tout seul, mais c'est trop ambitieux étant donné qu'il est censé être un solitaire dans ce monde. Le lendemain matin, une fille aux cheveux violets réveille Haruka en lui disant qu'elle a préparé le petit déjeuner pour lui. Ce dernier n'a jamais reçu un tel traitement spécial et n'a aucune idée de ce qui va se passer ensuite. La fille s'approche de lui disant qu'elle a préparé du poisson grillé, lui demandant s'il ne veut pas en manger. Il devient super excité en entendant qu'il y a du poisson pour le petit déjeuner et ignore complètement cette potentielle histoire d'amour pour un simple repas. Après s'être cogné la tête, Haruka goûte au poisson grillé, sa première bouchée le rend si excité qu'il n'a jamais goûté quelque chose comme ça depuis son arrivée dans ce monde. En le voyant manger comme un monstre, les filles se demandent ce qui le rend si enthousiaste, surtout puisque l'eau d'où provient le poisson était juste devant lui tout ce temps. À ce moment-là, il révèle qu'il n'a jamais attrapé de poisson dans la rivière, mais qu'il passait juste son temps à les regarder pour le plaisir et à manger des champignons. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il n'en a jamais attrapé un, il révèle qu'ils étaient trop rapides et glissants pour qu'il puisse les attraper. Ne voulant pas se priver de cette nouvelle délicatesse, il leur demande comment elles ont réussi à attraper le poisson. Au début, elles rient de sa question, mais finissent par révéler qu'elles ont utilisé la magie de la foudre appartenant à l'une des filles pour l'attraper. Après lui avoir fait une démonstration, il est au-delà de l'imaginaire et demande à la fille de le refaire. Quand elle le fait, il utilise sa compétence d'emballage pour ranger la magie dans une boîte. Cela l'aide à attraper un poisson avec ses mains pour la première fois, et il se sent tellement accompli en faisant cela. Cela lui a également donné la magie de la foudre, ce qui est un effet secondaire de la combinaison de sa compétence d'emballage et de celle de maître des nonnes qu'il possédait. Cela l'aide à obtenir d'autres compétences magiques. En entendant cela, les filles sont ravies et affirment qu'il a obtenu les meilleurs pouvoirs. Cependant, il révèle qu'il n'a que les pouvoirs qu'elles ont laissés et rien de spécial, puisque toutes les meilleures compétences avaient déjà été choisies. Ensuite, il ressent le besoin d'uriner et s'en va. Plus tard, les filles passent du temps à jouer dans l'eau tandis qu'Haruka demande à la déléguée ce que les filles vont faire maintenant. En réponse, elles révèlent leur plan d'aller à la ville la plus proche, qui se trouve être celle où les nerds se dirigeaient. En l'entendant dire cela, il suppose immédiatement qu'elles y vont pour traquer les nerds, comme il l'avait pensé. Autant les filles essaient de le convaincre qu'elles veulent seulement s'excuser auprès des nerds, il ne les croit pas. Au milieu de cela, la déléguée déclare qu'elle espère que les filles pourront monter de niveau avant de se rendre à la ville. Haruka accepte et propose de les aider avec plaisir. La déléguée accepte son offre et lui fait à nouveau savoir qu'elles n'ont pas l'intention de traquer les nerds cette fois. Il le croit en affirmant qu'il avait toujours anticipé une confrontation entre les nerds et les filles. Le lendemain, toutes les filles se mettent en ligne, prêtes pour l'entraînement, tandis qu'Haruka prend les devants. Avant de commencer, il souhaite connaître le niveau de chacune d'elles. Lorsqu'elles annoncent leur niveau,
il réalise qu'elles sont toutes au-dessus du niveau 15, ce qui est bien plus que son niveau actuel, qui est 7. Même avant de commencer à les enseigner, les filles commencent à se plaindre, tandis qu'il exprime sa déception. Peu après, il perçoit un bruit provenant des buissons et remarque quelques kobolds cachés. Cela lui apparaît comme une occasion parfaite. Il leur annonce que leur premier test sera de vaincre les 3 kobolds dans les buissons, révélant ainsi leur position. Il suggère que ce devrait être une bataille facile puisque les kobolds sont de bas niveau. En entendant cela, les filles sont motivées à montrer leurs compétences, convaincues qu'il sera facile de vaincre de tels monstres de bas niveau. Malheureusement pour elles se font battre de manière pitoyable par les kobolds. En les voyant perdre aussi lamentablement, Haruka se fâche et leur lance des reproches, mais elle continue à donner des excuses, affirmant que les kobolds sont trop rapides et mordent. En raison de cela, les filles évitent de les combattre et se réfugient toutes dans la tente magique d'Haruka pour leur sécurité. Bien qu'elles affirment n'être là que pour revoir leur dernière bataille, cela se révèle être vrai, car les filles sortent de la tente pour se venger. En les regardant quitter la tente pour le combat, Haruka est satisfait de leur détermination. Cependant, en se retournant, il voit la fille aux cheveux violets d'un peu plus tôt dans la matinée. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt et affirme qu'elle ne faisait que le tester. Apparemment, elle a été traumatisée par son expérience avec les garçons notoires quelques jours auparavant, car elle supposait que tous les hommes étaient des scélérats. Elle s'est inquiétée qu'Haruka soit comme eux. En entendant cela, Haruka réalise que les filles ont dû traverser beaucoup de choses pendant leur séjour ici. D'un autre côté, la fille reconnaît qu'Haruka n'est pas comme les autres garçons puisqu'il leur a donné un abri, de la nourriture et leur a appris à se battre. Pour le remercier encore plus, elle lui propose de le réveiller chaque matin et de lui préparer du poisson, ce que l'idiot affamé accepte. Le lendemain matin, comme elle l'avait promis, la fille aux cheveux violets apporte du poisson grillé pour Haruka. Pendant qu'il apprécie son repas, il entend les voix des filles qui se dirigent à nouveau vers les kobolds pour se battre après leur série de défaites. Il espérait que quelqu'un les arrêterait, car il était trop occupé à grignoter. Heureusement, la déléguée de classe sort en trombe et exige qu'elle s'arrête et s'entraîne davantage avant de combattre les kobolds. Heureusement, elle l'écoute et commence à s'entraîner. Des jours plus tard, lorsqu'elles sont prêtes, elles vont affronter les monstres. Cependant, juste avant le début de la bataille, l'une d'elles s'endort sur le côté en feignant une maladie pour échapper au combat. Pendant ce temps, quelques-unes d'entre elles, qui s'étaient entraînées de près avec la déléguée, se dressent contre les monstres et finissent par remporter la victoire. Elles sont toutes motivées par leur besoin d'être suffisamment fortes pour retrouver les nerfs afin de s'excuser de les avoir chassées. Après avoir sécurisé la victoire, les filles sont excessivement excitées, et Haruka pousse enfin un soupir de soulagement. Maintenant qu'elles ont appris à se battre, Haruka est content qu'elles partent bientôt et qu'il puisse retrouver sa vie de solitaire. Cependant, la déléguée avait toujours supposé qu'il irait avec elle. Avant que les filles ne partent, Haruka leur remet des sacs remplis de champignons, mais choisit de rester derrière et de s'enliser dans sa solitude. Pendant ce temps, au plus profond des bois, un des garçons est attaqué par un vilain anonyme et finit par perdre la vie. De retour dans la forêt, Haruka continue son voyage pour sortir des bois. Il escorte les filles vers la civilisation la plus proche, mais en chemin, il rencontre un orc de niveau 11 imposant. Haruka demande aux filles de rester en retrait et de regarder comment il combat afin qu'elles puissent également apprendre. Il se précipite en avant avec son petit bâton, tandis que l'orc brandit sa massue massive pour l'écraser. À sa grande surprise, Haruka disparaît soudainement juste devant lui. En réalité, Haruka se cache derrière un arbre et rit de la lenteur de l'orc. Il se souvient que les intellos lui ont dit que les orques ont une grande résistance aux attaques physiques et ne peuvent être vaincus qu'en utilisant de la magie. Haruka parcourt son écran de statut pour trouver une bonne magie à utiliser contre le monstre et remarque qu'il a quelque chose appelé grande magie. Il a appris les éléments du vent, de l'eau et de la terre en utilisant la magie de manière variée, comme passer l'aspirateur et labourer le sol, et il est content de voir à quel point il est intelligent. À ce moment-là, l'orc brise l'arbre derrière lequel il se cache et commence à l'attaquer. Haruka recule et essaie de tout esquiver, puis se retrouve derrière l'orc et le frappe avec son petit bâton. Cependant, à la surprise générale, l'orc subit beaucoup de dégâts et finit par s'effondrer. Haruka se demande comment un orc, censé avoir une grande défense physique, a pu être blessé si facilement, et les filles le regardent avec un visage suspicieux. Haruka déclare qu'il éliminera le prochain en utilisant de la magie, comme les intellos le lui ont conseillé. La prochaine fois qu'il rencontre un orc, Haruka crée une boule de feu dans sa main et la lance doucement sur la tête du monstre, le faisant exploser sur le coup. Il élimine ainsi un autre monstre en un seul coup. Il se demande ce qui se passe, et les filles se plaignent qu'elles ne peuvent rien apprendre s'il élimine les monstres aussi rapidement. Plus tard dans la nuit, ils campent tous à l'extérieur et savourent des champignons grillés, tandis que Haruka crée un piège avec de la magie de la terre pour assurer la sécurité de tous. Il pense à son abri équipé d'un répulsif à monstres et d'une détection de présence magique, ce qui devrait garantir la sécurité des filles pendant la nuit. Il commence à planifier leur itinéraire pour le lendemain, utilisant sa compétence de carte qui a évolué à partir de ses compétences d'évaluation et de lentilles de contact.
Il la consulte et pense qu'il devrait suivre la rivière, mais il détecte soudainement la présence de quelqu'un. Il remarque que des humains se dirigent vers eux et s'inquiète qu'il puisse s'agir des délinquants. Cependant, à son soulagement, ce sont simplement les idiots du sport. Pendant ce temps, la déléguée de classe remarque que Haruka leur parle et décide d'écouter discrètement. Haruka demande aux sportifs ce qu'ils font là et se demande s'ils sont des stalkers essayant de surveiller les filles pendant qu'elles dorment. Il leur demande s'ils sont également des pervers en plus d'être musclés, mais il s'écrie qu'ils ne le sont pas. L'un d'eux dit qu'ils ne sont pas là pour les filles, mais pour lui. Haruka les taquine en demandant s'ils aiment aller aux soirées déguisées, mais ils répondent qu'ils ne sont pas de ce bord. Après cela, Haruka leur demande pourquoi ils se cachaient des filles, et ils répondent que c'est parce qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. Ils expliquent qu'il existe une compétence bien plus dangereuse que la manipulation de marionnettes ou le charme, la compétence de pickpocket. Haruka pense qu'ils doivent parler de la compétence de pickpocket qui permet à l'utilisateur de voler les compétences et les capacités des autres. Les sportifs disent que les délinquants n'ont rien mentionné à propos de la compétence de pickpocket, ce qui signifie probablement qu'ils ne la possèdent pas. Cependant, cela implique que quelqu'un d'autre l'a, et ils doivent se méfier de tout le monde. Après avoir entendu cela, Haruka leur dit qu'ils sont stupides de ne pas avoir considéré la possibilité qu'ils puissent avoir cette compétence. Cependant, ils commencent à sourire et disent que si c'était le cas, ils seraient vraiment heureux parce qu'ils savent qu'il n'est pas un mauvais gars. Ils lui demandent ensuite s'il possède réellement cette compétence, et Haruka leur dit qu'il n'a pas la compétence de pickpocket, mais qu'il a la compétence de servitude, ce qui semble encore pire. Ils lui disent que tant qu'il a toutes ces compétences étranges, ils n'auront pas à s'inquiéter car il se contentera probablement de rester seul quelque part sans faire de mal à qui que ce soit. Ensuite, ils disent qu'ils vont surveiller les délinquants dans la forêt et qu'ils voulaient simplement avertir Haruka à propos de la compétence de pickpocket pour qu'il puisse rester en sécurité. Ils lui demandent ensuite de s'excuser auprès des filles de leur part pour ne pas avoir affronté les délinquants plus tôt, puis s'en vont. Haruka les voit partir en leur disant de demander conseil aux gobelins s'ils ont des problèmes la prochaine fois, car ils sont tous les deux des idiots, donc ils s'entendront bien. Le lendemain matin, Haruka demande à tout le monde de préparer leur équipement, puis ils se dirigent vers la forêt pour chercher des herbes. Avant de partir, la déléguée de classe lui dit qu'elle sait qu'il a parlé avec les sportifs la nuit dernière et elle s'excuse auprès de lui. Haruka réalise que cela concerne la compétence de pickpocket et il lui dit qu'il sait qu'elle en est la détentrice. La déléguée de classe dit qu'elle avait demandé aux intellos de garder le secret, mais Haruka lui répond que c'était assez évident, même si les sportifs étaient trop stupides pour le remarquer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils lui font tous confiance avec cette compétence, c'est pourquoi les intellos ne lui ont pas volé, contrairement à ce qu'ils ont fait avec les délinquants. Cela rend la déléguée de classe très heureuse, et elle commence à pleurer. Haruka lui fait remarquer qu'elle a beaucoup pleuré depuis qu'ils sont arrivés dans ce monde, mais elle lui répond que c'est à cause de lui. Haruka s'affole et dit que c'est une fausse accusation avant de s'enfuir en courant. Cependant, lorsqu'il s'en va, la déléguée de classe se dit à elle-même que c'est parce qu'il la rend tellement heureuse. Après cela, ils poursuivent leur voyage et Haruka décide de vendre du jus de fruits frais en chemin pour remonter le moral de tout le monde. Une fille dit qu'elle n'a pas d'argent, mais serait intéressée à payer d'une autre manière. Cependant, la déléguée de classe gronde Haruka pour son comportement pervers, ce qui le pousse à arrêter de vendre les jus, faisant pleurer les autres filles qui n'en ont pas eu. Il continue de marcher dans la forêt jusqu'à ce qu'Haruka aperçoive la rivière. Il dit à la déléguée de classe qu'il devrait être sûr de camper ici pour la nuit et annonce qu'il va partir en avant pour faire du repérage. En courant, il renforce sa force physique et utilise la magie du poids pour s'alléger. Il obtient une bonne vue de la forêt depuis les airs, mais réalise alors qu'il n'a aucun moyen d'atterrir en toute sécurité. Il finit donc par tomber au sol et se retrouve avec seulement une HP. Haruka retourne ensuite au camp et se fait gronder par la déléguée de classe pour son imprudence. Haruka, étant astucieux, essaie de se rattraper en disant qu'il a ramassé des fruits frais pour faire plus de jus. Le jour suivant, ils reprennent leur chemin pour sortir de la forêt et rencontrent toutes sortes de nouvelles choses en chemin. Ils trouvent une fille perdue de leur groupe, passent du temps à s'amuser dans la rivière, et sont même poursuivis par une horde d'or. Cependant, à la fin, ils parviennent à sortir de la forêt, ce qui rend tout le monde très excité. Haruka remarque que sa vue est obstruée par les collines de la région, et il découvre une nouvelle compétence, marche aérienne, dans son écran de statut. Il l'utilise pour s'envoler et obtenir une meilleure vue de leur environnement, et remarque un groupe de PNJ de ce monde attaqué par une meute de monstres. Haruka descend et raconte tout à la déléguée de classe. En tant que bonne leader, elle panique et dit qu'il devrait les aider. Cependant, Haruka avertit qu'il n'y a aucune garantie que les PNJ soient vraiment des gens bien. Il est impossible de savoir s'ils ne leur feront pas de mal une fois sauvés des monstres. Il suggère de continuer à avancer, mais la déléguée de classe affirme qu'elle se défendra s'ils essaient de blesser ses camarades. Elle veut vraiment les sauver, et regarde Haruka avec des yeux tremblants. À cause de cela, Haruka décide d'y aller seule, car ils sont trop loin et les autres ne pourront pas les rejoindre même en courant à pleine vitesse. Haruka utilise de nouveau le renforcement physique et la magie du poids,
puis il lance un sort de vent pour s'élancer dans les airs. Il continue à voler vers les PNJ en utilisant sa compétence de marche aérienne. Cependant, il remarque la déléguée de classe accrochée à sa cape et lui demande ce qu'elle fait. Elle explique qu'elle s'est retrouvée entraînée par la magie du vent, et lui dit de regarder devant lui, car ils sont sur le point de s'écraser. Malheureusement, Haruka admet qu'il ne sait pas comment freiner. Ils s'écrasent tous les deux sur les monstres près du groupe de PNJ, les sauvant ainsi dans le processus. Haruka se relève, et le chef des PNJ se présente sous le nom de Ofte, accompagné de son partenaire Gatek. Il le remercie de les avoir sauvés et explique que des marchands étaient attaqués par des monstres sur cette route. C'est pourquoi ils avaient décidé d'accepter la quête de la guilde des aventuriers, en espérant gagner un peu d'argent. Cependant, si le combat avait continué, ils ne seraient plus en vie à présent. Après cela, ils emballent leurs affaires et Haruka attend que les autres filles les rejoignent. En attendant, il prépare des champignons qu'il partage avec les PNJ. Ceux-ci le remercient et révèlent que les champignons sont en fait très précieux, car ils restaurent leur force. Haruka devient jaloux des vieux du groupe, qui ont la chance de partir à l'aventure avec de si jolies filles. À ce moment-là, la déléguée de classe reprend ses esprits et empêche Haruka de se comporter comme un vilain. Les autres filles finissent par les rejoindre, toutes excitées à l'idée de voir de véritables elfes en chair et en os. Les PNJ leur montrent le chemin vers une ville appelée Amui, et les filles se mettent à courir vers elle avec enthousiasme, comme des enfants de maternelle. D'un autre côté, on voit les délinquants monter de niveau dans la forêt. Ils disent qu'il est temps de se venger des filles et de faire ce qu'ils veulent avec elles. Cependant, le nerf qu'ils ont kidnappé leur suggère de d'abord débloquer leurs compétences de marionnettiste et de charme. Les délinquants sont tous d'accord, et décident de chasser le groupe des intellos en premier. Au même moment, les sportifs les observent depuis derrière des arbres et s'inquiètent de les voir passer à l'action. Dans la scène suivante, Haruka et les filles se rendent dans la ville. Les filles commentent à quel point la ville leur donne l'impression d'être dans un isekai. Elles sont impressionnées par les nombreuses boutiques et font un peu de lèche-vitrine. La déléguée de classe essaie de garder tout le monde concentré, car il reste beaucoup à faire avant de pouvoir s'installer. Haruka est simplement content d'avoir assuré que les filles sont arrivées en ville en toute sécurité. Il suppose qu'elles n'ont plus besoin de ses services. La déléguée de classe crie sur le solitaire pour s'être trop détendue et souffle dans son sifflet, rassemblant toutes les filles autour d'elle. Elles se tiennent au garde-à-vous, attendant de connaître le plan pour la suite. Elles doivent d'abord se rendre à la guilde des aventuriers pour échanger ce qu'elles ont collecté jusqu'à présent contre de l'argent. Le groupe s'enregistrera ensuite à la guilde avant de chercher un endroit où se reposer. Les gals se sentent un peu offensés que la recherche d'informations sur les nerds semble être une quête secondaire. La déléguée de classe les rassure en disant qu'elle ne le pensait pas ainsi. Haruka les taquine pour s'inquiéter des otaku. Il conduit les filles à la guilde des aventuriers, où les pirates les regardent avec méfiance à leur entrée. Ofte informe Haruka que le maître de la guilde veut le voir. Le solitaire suggère aux filles de s'enregistrer pendant qu'il va voir le patron. Il se dirige à contre-cœur vers le bureau, et le maître de la guilde, qui semble très intimidant, le remercie rapidement pour avoir sauvé le groupe d'Ofte. Haruka reçoit même une lettre de recommandation. Haruka redescend soulagé de ne pas avoir de problème. Il remarque la zone où les cristaux magiques sont vendus et s'y dirige pour faire l'échange. La caissière est stupéfaite par le nombre de cristaux qu'il présente et l'informe qu'il devra revenir le jour suivant pour connaître la valeur de ces cristaux. Les filles l'interrompent pour lui dire qu'elles sont toutes enregistrées en tant qu'aventurières. Ofte n'est pas surpris, il peut voir qu'elles sont au moins de niveau 30. Tous les autres aventuriers montrent du respect aux filles maintenant qu'elles font officiellement partie de la guilde. La déléguée de classe pousse Haruka à aller s'enregistrer aussi, et il est excité à l'idée de dire adieu à sa vie de solitaire. La déléguée de classe est convaincue qu'il sera un aventurier exceptionnel, car aucune des filles n'aurait survécu sans lui. Tout cet enthousiasme tombe à l'eau lorsqu'on lui dit qu'il ne peut pas être un aventurier parce qu'il ne répond pas à l'exigence minimale de niveau, qui est de 10, alors qu'il est actuellement au niveau 9. Il supplie pour qu'on lui fasse une exception, mais il est révélé que cela s'applique à ceux qui sont en groupe. Les aventuriers solitaires doivent être au moins au niveau 20, et il ne gagne de crédibilité qu'à partir du niveau 30. Sa compétence de solitaire l'empêche de rejoindre un groupe, ce qui signifie qu'il doit être au niveau 20 pour s'enregistrer. Gatek rit en entendant cela. La déléguée de classe devine qu'elle devra s'occuper des filles à l'avenir. Elle se dirige vers un logement arrangé par la guilde. À leur arrivée, elle pense d'abord qu'il s'agit d'un hôtel d'amour, mais tout est normal lorsqu'elles reçoivent un accueil chaleureux dans de jolies chambres individuelles. Haruka, malgré les lits confortables, regrette la forêt. L'une des gals est assise comme une princesse attendant d'être sauvée, se demandant où sont les nerds. Le jour 19 commence par le petit déjeuner, la déléguée de classe étant enthousiaste à l'idée d'annoncer que la ville est très sûre, donc leur séjour devrait se dérouler sans problème. Les acclamations se font encore plus fortes lorsqu'elles apprennent qu'il y a beaucoup de magasins pour acheter des articles. Haruka est content d'entendre cela, car cela signifie qu'il pourra retourner dans les bois après avoir reçu son argent. « Donnez-moi mon argent », dit-il en allant à la guilde.
Ils s'excusent parce qu'ils n'ont pas fini de traiter son butin, mais ils ont 8 millions en espèces prêts. Le maître de la guilde révèle qu'ils n'ont pas assez de liquidités pour payer tous ces cristaux. Le solitaire est heureux d'accepter des versements jusqu'à ce que tout soit payé. Il réalise que c'est beaucoup d'argent quand il le convertit dans la monnaie de son ancien monde. La caissière prend le temps d'expliquer le marché actuel, il a apporté de nombreux cristaux de rang F pour gagner tout cet argent. L'argent qu'il a gagné inclut également le paiement pour avoir vaincu les loups verts. Haruka est confiant qu'il devrait pouvoir faire du shopping avant de retourner dans les bois. Les filles sont excitées à l'idée de faire du shopping. Gatek entraîne le solitaire à l'écart pour lui dire qu'il connaît un endroit que le jeune homme apprécierait. Haruka a l'esprit ailleurs jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une boutique d'armes spécialisée dans les articles trouvés dans les donjons. Il pense que c'est la boutique parfaite pour les personnes plus excentriques comme les autres voyageurs interdimensionnels. Gatek promet que tout est légitime, même si l'endroit ressemble à un entrepôt ténu et que le propriétaire a l'air d'un type louche. Le crackhead. Enfin, le vendeur est ravi d'avoir un nouveau client. Haruka examine quelques articles jusqu'à la tombée de la nuit. Le collier des 7 attire son attention. Il remarque que son équipement de villageois comporte également la description dessus. Le jeune homme demande au vendeur ce que cela signifie, et il apprend qu'il s'agit de la combinaison d'objets. Le collier permet à l'utilisateur de combiner jusqu'à 7 objets et d'utiliser leurs effets simultanément. Le solitaire se dit qu'il pourrait ajouter de nombreux effets à son équipement s'il combinait le collier avec son set de villageois. La déléguée de classe interrompt son shopping pour le gronder d'être resté dehors si tard. Elle l'informe que les autres dorment déjà. Il demande la permission de rester dehors un peu plus longtemps pour acheter la vigne mucilée qui permet de transformer son bâton en un véritable sceptre. Il commet une erreur en combinant les objets qui l'intéressaient. Le vendeur est furieux car ces articles valent plus de 10 millions d'LS. Gatek et la déléguée de classe le supplient d'accepter les 8 millions pour régler l'affaire. Le lendemain matin, Haruka reste dans sa chambre, déprimé parce qu'il n'a plus d'argent et n'a pas pu acheter les objets qu'il voulait. Le solitaire est mis sortir pour gagner plus de cristaux, mais les étrangers n'ont pas le droit de quitter la ville à moins de devenir aventuriers. De plus, son erreur financière a ébranlé la confiance que la déléguée de classe avait en lui. Il sait qu'il n'est pas fait pour la vie en ville et planifie de s'échapper. Sa cape de villageois a été combinée avec la cape d'invisibilité. Il l'utilise pour se faufiler devant les filles, mais se sent mal de partir sans dire au revoir. Il désactive sa cape quand il atteint le mur et tente de sauter, mais ses bijoux bruns heurtent le mur lorsqu'il est repéré par les sportives, ce qui signifie que sa première tentative est un échec. Le jour suivant, il propose de rejoindre les filles pour leur première quête, mais la déléguée de classe le rejette. Il s'éclipse lorsqu'elle part et sort par la porte principale en utilisant les capacités de sa cape. Il passe devant un village en ruine et un groupe de gobelins, mais s'arrête lorsqu'il voit une calèche attaquée par des bandits. Il hésite à intervenir, car il veut se rendre en forêt, mais un des bandits l'intercepte puisqu'il est témoin. Le solitaire leur dit qu'il veut juste aller dans les bois. Il brûle les criminels avec un sort de feu lorsqu'il semble qu'ils ne veulent pas le laisser partir. Il est impressionné par la performance de son nouveau bâton, car il semble qu'il ait combiné le sceptre de feu avec lui. Les méchants pensent qu'il est mauvais au corps à corps et l'attaquent, mais le solitaire les met rapidement à terre. Ils se relèvent et utilisent leurs compétences en maniement des armes pour tenter de l'éliminer, mais il esquive jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Meriel sort de la calèche pour se présenter en tant que noble et le remercie pour son aide. Elle lui demande de l'escorter jusqu'à chez elle. Il hésite jusqu'à ce qu'il entende qu'il y a une récompense pour sa bonne action. Pendant le trajet en calèche, il critique la ville d'Omui et apprend plus tard qu'elle est la fille du seigneur de la ville. Il la supplie de le laisser partir, mais elle refuse, affirmant qu'elle veut lui prouver que la ville est bien, donc il doit la suivre. Pendant ce temps, dans la forêt, les sportifs affrontent les délinquants. Cependant, le chef des mauvais garçons se fait poignarder dans le dos façon London Style juste avant qu'il ne commence à se battre. Certains tentent de fuir, mais l'homme les intercepte en demandant s'il se moque de lui. Ensuite, on retrouve Haruka qui revient en ville et se dit qu'il devrait probablement partir. La princesse lui demande pourquoi il veut quitter le village et pourquoi il le déteste tant. Plus tard, Haruka semble très inquiet et sur le point de s'enfuir, mais la princesse arrive et lui demande s'il rentre chez lui. Elle lui rappelle qu'elle lui avait demandé de rester un peu pour pouvoir le remercier correctement. Haruka répond qu'il voulait juste profiter de l'air frais pendant qu'elle se changeait. La princesse comprend qu'il plaisante et lui demande de rester un peu plus pour partager un bon repas. Haruka et la princesse s'installent pour manger. Elle le remercie chaleureusement pour lui avoir sauvé la vie des bandits. Cependant, Haruka ne l'écoute pas vraiment et mange tranquillement. La princesse lui offre alors une récompense et lui donne une carte en lui expliquant qu'avec elle, il pourra entrer et sortir du village librement. Après cela, Haruka se retrouve entouré de filles qui lui demandent où il était. Haruka leur répond qu'il avait été convoqué au palais et qu'il ne cherchait pas vraiment à quitter le village. Les filles lui demandent pourquoi il a été invité, mais Haruka dit qu'il ne sait pas. Elle propose alors de terminer leur quête ensemble et la déléguée lui conseille de ne pas quitter le village. Haruka, heureux, se dit qu'il est maintenant libre de partir, mais décide d'acheter quelques provisions avant de partir. Il se rend dans un magasin,
achète des fournitures et écrit une lettre à la déléguée pour l'informer qu'il part dans la forêt pour augmenter son niveau. Il se dit que s'il ne lui donne pas une excuse, elle se mettra en colère. Ensuite, Haruka quitte la ville et se dirige enfin vers la forêt. En chemin, il aperçoit des gobelins et se dit qu'il est bien dans la forêt. En marchant, il commence à faire nuit et il aperçoit du sang. Haruka se demande à qui il pourrait appartenir et suppose que cela pourrait être celui d'un autre aventurier. En suivant les traces de sang, Haruka arrive auprès de plusieurs personnes blessées. Choqué, il vérifie leur état et découvre qu'ils sont vivants. Haruka applique une potion de guérison, qu'il a empoisonnée en utilisant des champignons toxiques, sur les blessés. Ils reviennent à eux et le remercient. Haruka leur demande comment ils vont, et ils lui répondent qu'ils vont bien, tout comme les filles restées en ville. Les blessés racontent qu'un homme très fort les a attaqués et a tenté de les tuer, mais ils n'ont pas vu son visage. Ils pensent que son objectif est la déléguée, car elle possède la compétence de pickpocket. Haruka explique que cette compétence permet de voler la compétence d'un autre en le tuant. Les blessés lui confirment qu'ils en avaient connaissance et que cet homme est également à la recherche de cette compétence. Ils concluent qu'ils doivent protéger la déléguée. Haruka dit qu'il doit protéger la déléguée, quoi qu'il arrive. Les autres lui répondent qu'ils le soutiendront et se battront aussi pour la déléguée. Ils pensent qu'en combattant tous ensemble, ils pourraient réussir à gagner. Haruka leur dit qu'il ne peut pas les impliquer et qu'il combattra seul. Les autres veulent quand même l'aider, mais ils refusent leur aide. Finalement, ils partent en direction de la ville, et Haruka se dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et doit devenir plus fort. Dans la scène suivante, la déléguée cherche Haruka mais ne le trouve pas. Les filles lui disent de ne pas s'inquiéter, car il a laissé une lettre expliquant qu'il est parti pour améliorer ses compétences et qu'il reviendra probablement le lendemain. On voit ensuite Haruka vérifier son arme. Il aperçoit des gobelins rôdant autour du sang. Voyant leur niveau, qui est de 19, il décide que c'est une bonne occasion de les attaquer. Haruka se lance dans le combat et les élimine un à un, appréciant le défi mais souhaitant un adversaire plus fort. Un gobelin orc de niveau 23 apparaît alors. Haruka estime qu'il est suffisamment puissant et engage le combat. Ils échangent des coups, et même si Haruka est touché, il continue de se battre en améliorant ses compétences. Peu après, un gobelin impérial de niveau 50 arrive. Haruka doute de pouvoir le vaincre, mais n'a pas d'autre choix que de se battre. Il utilise toutes ses compétences en même temps pour attaquer le gobelin, qui riposte violemment. Malgré les blessures, Haruka persiste et parvient finalement à le vaincre. Son niveau monte alors à 11. Dans la scène suivante, Haruka est chez lui, content d'avoir acquis de nouvelles compétences mais conscient qu'il lui reste beaucoup à apprendre, car son ennemi est bien plus puissant. On voit ensuite un homme masqué avancer dans la forêt. Les filles reviennent après avoir terminé une quête et aperçoivent le groupe des mazos de la musculation. La déléguée leur demande s'ils savent où se trouve Haruka, et ils lui disent qu'il est en train de se battre. Dans la scène suivante, Haruka fait face à cet homme masqué, qu'il soupçonne d'être derrière tout cela. L'homme admet qu'il a tué beaucoup de gens, et il menace de tuer la déléguée. Il propose à Haruka de s'en aller puisqu'il juge ses compétences inutiles. Haruka, déterminé, déclare qu'il ne le laissera pas atteindre la déléguée. Haruka brandit son bâton en direction de Tanaka, qui se moque de lui en lui disant de retirer son bâton sale et puant de son visage. Haruka déclare, malgré sa solitude, qu'il protégera le délégué de classe. Tanaka rit et promet de le tuer en premier. Il libère alors sa puissance, faisant voler des rochers en guise d'avertissement. Tanaka rappelle à Haruka qu'il a choisi en dernier dans la salle blanche et a donc obtenu des compétences délaissées, mais qu'il compte bien montrer leur puissance. Il utilise ensuite son pouvoir unique, manipulateur, pour manipuler les mouvements de Haruka, rendant son corps plus lourd et moins maniable. Haruka parvient malgré tout à esquiver les rochers et les pointes de cristal que Tanaka invoque sous ses pieds, bien qu'il commence à se fatiguer. Tanaka est surpris des capacités de Haruka et lui demande quand il a commencé à le suspecter. Haruka lui répond qu'il a douté de lui dès le début, s'étonnant de le voir traîner avec les délinquants plutôt qu'en solitaire. Tanaka admet qu'il a élaboré son plan dès qu'ils ont été téléportés depuis la salle de classe. Il a choisi la compétence manipulateur pour manipuler les délinquants afin de les utiliser dans son propre intérêt. Après cette confession, Tanaka entrave la jambe de Haruka avec une liane et lance un sort de feu puissant pour l'éliminer. Cependant, Haruka absorbe les flammes dans son bâton grâce à la fusion avec une herbe spéciale et contre-attaque. Tanaka, feignant la surprise, bloque l'attaque avec une épée et commence à changer d'arme à chaque coup, submergeant Haruka avec une série d'attaques rapides et imprévisibles. Haruka est repoussé de l'autre côté de la rivière et se rend compte qu'il est en sous-effectif face à Tanaka, se demandant comment il utilise autant d'armes et de compétences à la fois. Il devine alors que Tanaka utilise la compétence imitateur, capable de copier les compétences de leurs camarades de classe. Tanaka révèle qu'il prévoyait de copier la capacité de pickpocket de la déléguée de classe et de l'éliminer pour obtenir la version originale, et ensuite voler les compétences des autres élèves. Haruka comprend alors qu'il fait face à son ennemi le plus dangereux jusqu'à présent. Tanaka utilise des illusions pour déstabiliser Haruka, mais ce dernier finit par découvrir la faiblesse de la compétence imitateur, à savoir qu'elle ne permet d'utiliser chaque compétence copiée que 3 fois.
Haruka a volontairement poussé Tanaka à gaspiller ses copies. Enragé d'avoir été manipulé, Tanaka attaque Haruka, mais celui-ci esquive ses coups et parvient à le repousser avec un coup de pied. Haruka profite de l'ouverture pour tenter de le mettre hors de combat rapidement, mais Tanaka, dans un dernier sursaut, tire un puissant projectile pour l'arrêter, prolongeant leur affrontement intense. Il est déterminé à ne pas perdre, alors il décide d'utiliser son arme ultime. Tanaka invoque une dague et se déplace rapidement vers Haruka, lui infligeant 2 coups rapides avant de disparaître et de réapparaître au-dessus de lui. Haruka esquive tout, mais alors que la poussière envahit l'air, il réalise que ce n'était qu'un leurre. Tanaka a en fait autre chose en tête. Il a raison, car Tanaka est caché derrière un rocher, en train de charger son ultime capacité appelée mort instantanée. Il touche Haruka avec cette attaque, et comme son nom l'indique, cette compétence met fin à sa vie instantanément. Haruka tombe au sol, et Tanaka sort pour rire comme un génie du mal. Il écrase la tête de Haruka avec son pied et s'apprête à partir. Mais soudain, Haruka se relève et demande pourquoi Tanaka s'en va si vite. Tanaka panique et demande comment Haruka peut être encore en vie après avoir reçu mort instantanée. Haruka révèle qu'il possède la compétence santé générale, qui le rend résistant aux altérations de statut, et mort instantanée en fait partie. Il a également maximisé sa statistique de chance, ce qui a réduit considérablement le taux de réussite de mort instantanée. Tanaka perd la tête et demande pourquoi Haruka s'est écroulé alors, et Haruka répond que c'était une feinte. Tanaka n'en croit pas ses yeux et dit que c'est impossible qu'il puisse se déplacer si vite alors qu'il était sous l'effet de sa compétence de manipulation. Haruka dévoile un autre secret, disant qu'il a utilisé la compétence de pantin qui lui permet de se contrôler comme une marionnette pour contrer l'effet de la manipulation. Tanaka perd le contrôle et se met à lancer ses compétences d'armes sur Haruka, qui les bloque facilement. Le génie tombe à genoux, incapable de croire que ses calculs parfaits ont échoué. Il se remémore les moments où il s'ennuyait à l'école parce qu'il était un génie en avance sur tout le monde. Il souhaitait trouver un moyen de vaincre l'ennuyé. Lorsqu'il a été téléporté dans ce monde avec ses camarades de classe, il a tout de suite su quelle compétence choisir pour rendre sa vie palpitante. Il était prêt à tuer ses camarades pour cela et pensait qu'avec toutes ses capacités, il serait parfait et invincible. Il ne peut pas croire qu'il a perdu face à quelqu'un aux compétences insignifiantes. Dans un accès de folie, il se jette imprudemment sur Haruka. Haruka le désarme facilement et, pensant que Tanaka est à court de ruse, s'avance pour en finir. Mais l'épée de Tanaka revient et transperce Haruka, qui réalise que Tanaka cachait encore sa compétence de contrôle à distance. Tanaka déclare qu'il a quand même gagné à la fin et commence à frapper Haruka. Mais Haruka le repousse d'un coup de poing, ayant réussi à bloquer les dégâts grâce à sa compétence de renforcement. Puis il décide de terminer le combat en utilisant la compétence coup fatal, une attaque que Tanaka ne peut pas esquiver. Tanaka perd conscience et tombe au sol, tandis que Haruka s'éloigne en disant que, même s'il n'a pas de compétences surpuissantes, il a ses astuces. Cependant, Haruka est complètement épuisé maintenant, et les dégâts commencent à affecter son corps. Il n'a plus la force d'avancer et tombe à genoux, pensant que c'est la fin. Il pense à la représentante de la classe et à ses amis juste avant de perdre conscience, mais quelqu'un le soutient. Haruka ouvre les yeux et voit ses amis les nerds. Il est déçu qu'ils soient arrivés si tard, mais ils lui disent de se plaindre plus tard. Ils lui donnent des potions de soins et le soutiennent alors qu'ils retournent ensemble en ville. Haruka leur demande ce qu'ils font dans la forêt, et il révèle que lorsqu'ils revenaient d'une partie de chasse, ils ont aperçu leurs camarades de classe et ont appris des sportifs qu'il essayait de combattre Tanaka. Ils se sont donc précipités pour l'aider, mais ils sont arrivés un peu tard. Bientôt, ils atteignent la ville, et tout le monde les attend aux portes. Les filles entourent Haruka, s'offrant comme récompense, mais il s'éloigne nerveusement d'elle et tape dans la main du chef des sportifs. Les filles l'entraînent à l'intérieur, et les filles célèbres s'excusent auprès des nerds pour leurs actions passées. Haruka pense que c'est la fin heureuse que tout le monde attendait et qu'il n'a plus de rôle à jouer ici. Il décide de partir discrètement pendant que tout le monde est occupé, mais la déléguée de classe l'arrête et lui demande où il compte aller. Pris de panique, il se fige, et elle le prend soudainement dans ses bras en lui disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui. Haruka s'excuse, mais la déléguée lui dit qu'un simple désolé ne suffit pas. Elle a rassemblé toutes les filles de la classe qui vont le réprimander pour être sorties de la ville sans les prévenir. Haruka est terrifié, mais il n'a pas le choix tandis que les filles le traînent à nouveau dans la ville pour le gronder et lui aspirer son âme. Dans un changement de scène, on voit que Haruka fait un rêve étrange dans lequel une personne inconnue semble l'attendre au fond de l'abîme. Après quelques minutes, il se réveille et admet que c'était un rêve assez bizarre. En se levant, il se plaint de sa fatigue, car il ne s'est pas encore remis des blessures infligées par Tanaka. À ce moment, il rencontre les Geeks, qui se préparent pour retourner dans le donjon. Il lui explique que la situation est difficile à cause des monstres, et qu'ils cherchent un objet rare dont ils ont entendu parler, mais sans succès jusqu'à présent. Haruka leur demande ce que cet objet fait, et ils répondent qu'il pourrait changer la façon dont les autres le perçoivent et pensent de lui. Une fois que les Geeks partent, Haruka se souvient qu'il a vaincu Tanaka, ce qui signifie qu'il n'a plus de raison de rester ici. Il se réjouit à l'idée de pouvoir enfin profiter de sa vie en solitaire dans la grotte.
Mais avant de partir, il sent une présence intimidante, c'est Tsuyuri, entourée d'une aura de colère. Elle lui dit qu'ils doivent parler, ce qui le rend nerveux. Elle commence alors à le questionner sur ses absences et lui reproche de ne pas savoir communiquer, même s'il a déjà été réprimandé auparavant. Elle lui demande pourquoi il a agi de manière aussi dangereuse seul, car elle ne veut pas qu'il recommence. Sans autre choix, Haruka se met à genoux, promettant de ne plus le faire, et s'excuse. Ces mots suffisent à apaiser Tsuyuri, qui s'éloigne avec un sourire, tandis que Haruka reste au sol, submergé par la pression qu'elle exerce sur lui. Haruka se rend compte qu'il devrait obtenir cet objet rare que les geeks recherchent pour changer la façon dont les autres le perçoivent, évitant ainsi la colère de Tsuyuri. Il décide alors de se rendre dans le donjon. Nous voyons ensuite Muriel rendre visite à son père, préoccupé par sa charge de travail. Il lui rappelle comme lui est en frontière et que, avec l'apparition des monstres, ils reçoivent moins de commerçants. Soudain, un soldat entre pour leur annoncer qu'une horde de monstres approche de la ville. De son côté, Haruka se dirige tranquillement vers le donjon lorsqu'il rencontre la horde de monstres, composée d'orques et d'un roi orc. Voyant cela, il se dit qu'il s'agit d'un bon échauffement et se prépare à les affronter. Pendant ce temps, Muriel avertit la guilde de l'arrivée de la horde. Tous se dirigent vers l'entrée de la ville pour la défendre. Tsuyuri obtient l'autorisation du chef de la guilde pour que ses alliés puissent aussi aider. Elle se rend à l'auberge pour prévenir les autres, mais s'arrête un instant, constatant que Haruka n'est pas là. Pendant ce temps, Haruka est occupé à affronter les orques, qu'il élimine facilement, mais il se retrouve seul face au roi orc. Il réalise qu'un coup ne suffit pas et déclenche une série d'attaques pour le détruire. Une fois les ennemis vaincus, il atteint le donjon et, bien qu'enthousiaste, il se déçoit rapidement en découvrant que le premier étage ne contient que des déchets. Il se souvient alors d'un marchand qui vendait des objets du donjon et décide d'aller lui poser des questions. À la tombée de la nuit, le chef de la guilde et les autres aperçoivent une silhouette au loin, c'est Haruka, qui vient leur demander ce qu'il se passe. En apprenant qu'ils attendaient une horde d'orques, il leur dit tranquillement qu'il les a tous vaincus et demande même s'il comptait s'amuser avec eux. En entendant cela, Tsuyuri, furieuse, lui demande pourquoi il prend toujours des risques, en lui donnant un bon coup. Ensuite, il est emmené à la guilde, où tout le monde le réprimande de s'être mis en danger. Dans son lit, Haruka réalise que le chef de la guilde et Muriel ont désormais les yeux fixés sur lui. Si cela continue, sa vie en solitaire pourrait bien ne jamais se réaliser. Cela le convainc encore plus de trouver l'objet pour qu'il soit mieux apprécié des autres. Le lendemain, il va voir le marchand, qui réagit nerveusement en le voyant. Haruka le rassure, précisant qu'il ne veut rien acheter mais cherche à savoir s'il connaît un objet capable de le rendre plus apprécié. Le marchand lui parle d'un anneau de phéromones, situé quelque part dans le donjon voisin, probablement sous le 50e étage. Il explique que le donjon compte 100 étages, mais qu'il est impossible de descendre sans affronter les monstres gardant chaque niveau. Avec cette information, Haruka repart, tandis que les geeks observent discrètement. Il raconte à Tsuyuri qu'Haruka se dirige vers le donjon pour chercher l'anneau de phéromones. En l'apprenant, Tsuyuri s'inquiète davantage, tandis que les autres filles imaginent que cet anneau pourrait avoir de mauvais effets sur Haruka, et elles craignent qu'il ne fasse quelque chose de terrible. D'un coup, elles s'unissent toutes pour l'arrêter et parviennent à le rattraper alors qu'il se dirige vers le donjon. Tsuyuri, sans détour, lui demande s'il recherche l'anneau de phéromones, ce à quoi Haruka, un peu nerveux, la corrige en disant qu'il cherche simplement l'anneau de Salomon, qui permet de parler aux animaux. Ce gros mensonge ne convainc aucune des filles, alors Haruka décide de s'enfuir précipitamment. Arrivé au donjon, il continue sans s'arrêter. Tsuyuri lui conseille de faire attention, car il pourrait y avoir des pièges, mais Haruka la rassure en disant que sa chance est au plus haut. Juste après, il trébuche, heurte un mur qui s'effondre, et tombe dans le vide. Tsuyuri tente de lui attraper la main, mais échoue, et Haruka continue sa chute, ignorant où cela va le mener. En réalisant qu'il est proche du sol, il utilise sa magie de terre pour créer un coussin et amortir sa chute en toute sécurité. En regardant autour de lui, il se demande s'il est au fond, environ 100 étages plus bas, et remarque un chemin inquiétant qui semble mener vers le dernier boss, ainsi qu'au piège. Il essaie de revenir en utilisant sa magie de lévitation, mais ça ne marche pas, car cette magie ne peut pas être utilisée directement. Il conclut alors que la seule option est de trouver une autre sortie. En observant les lieux, il comprend qu'il connaît déjà la disposition de cet endroit. Il ouvre son menu de statistiques et voit qu'il a obtenu le niveau 1 en conscience spatiale, probablement à cause de l'obscurité ici-bas. En revanche, il est ennuyé d'avoir obtenu le niveau 1 en détection de pièges, car c'est seulement parce qu'il est tombé dedans. Il utilise ses nouvelles compétences pour vérifier qu'il n'y a pas de piège dans le couloir et se rend compte qu'il est au 101e étage. Cela le fait oublier le dernier boss, car il pense qu'il pourrait y avoir un boss secret ici. Pendant ce temps, Tsuyuri et les autres descendent les étages lentement pour le retrouver. Haruka ressent une douleur dans les poumons car la magie ici est plus dense que dans la forêt. Arrivé devant une grande porte, il comprend qu'il s'agit probablement de la salle du boss. En l'ouvrant, il ressent une immense pression provenant de l'intérieur, une concentration écrasante de magie.
Il aperçoit alors une créature maléfique, comprenant qu'un faux pas pourrait lui être fatal. Il utilise une compétence d'évaluation et découvre que ce monstre est l'empereur du donjon, de niveau 100, ce qui le choque. De leur côté, les autres continuent d'avancer, mais ils ne sont qu'au 47e étage. Tsuyuri demande aux autres si la porte est un portail menant à l'entrée, ce que Odal confirme. Cependant, il doute que Haruka puisse en profiter, car il doit monter depuis les étages inférieurs. Il explique que ce donjon est ancien et qu'en bas se trouve l'empereur du donjon, devant lequel même le roi du donjon s'incline, rendant les autres monstres plus forts. Malgré cela, tout le monde reste déterminé à faire confiance à Haruka, motivé par les encouragements de Kakizaki. Haruka, maintenant tendu devant cet ennemi, se demande si sa compétence d'évaluation peut être erronée, car les statistiques du monstre sont inconnues, suggérant une puissance incalculable. Toutes ces compétences sont de niveau supérieur, et Haruka pense même que Tanaka ne pourrait rien faire contre un tel adversaire. Il tente une attaque de près en utilisant une compétence, mais le monstre repousse facilement son coup. En sueur sous la pression, Haruka décide de tenir bon et de surpasser la vitesse divine de cet ennemi sombre. Dans la scène suivante, Muriel demande à son père si les masses ombreuses qui encerclent l'extérieur de la forteresse sont celles qu'ils doivent affronter. Il confirme et elle exprime qu'elle ne peut s'empêcher de penser qu'il pourrait être confronté à quelque chose de bien plus menaçant que les bêtes orques qu'ils ont affrontées il y a quelques jours. Il répond qu'ils enverront un message à la guilde des aventuriers pour leur demander de se préparer en cas de crise. Le récit passe ensuite à Haruka, qui déclare qu'il devra concentrer toutes ses capacités dans un mouvement accéléré pour surpasser la vitesse de son adversaire. Il lance son attaque, mais même avec sa rapidité augmentée, cela s'avère insuffisant. La créature dévie tous ses coups avec facilité. Exaspéré, Haruka réalise que la créature a acquis de nouvelles capacités et est bien plus puissante qu'il ne l'avait prévu. Il murmure que s'il fait la moindre erreur, même un instant, ce sera la fin pour lui. Mais Haruka s'effondre, épuisé, son pouvoir mystique et sa vigueur totalement vidés. La silhouette squelettique reste indemne, immobile. Au lieu de frapper, Haruka, étonnée, se demande à haute voix pourquoi elle ne l'attaque pas. Cela ne ressemble pas aux autres créatures qu'il a rencontrées, on dirait qu'elle n'a aucun désir de carnage. Regagnant ses forces, Haruka se relève et combat à nouveau le squelette. À l'instant final, le squelette place sa lame contre sa gorge mais ne le tue pas. Haruka comprend que c'est évident maintenant, il est forcé de se battre, quelqu'un le manipule avec cette énergie malveillante qui l'entoure. Soudain, le bâton de Haruka commence à briller et à absorber l'énergie étrange du squelette. L'énergie se dissipe et le squelette cesse son attaque. Haruka déclare que, comme il s'y attendait, l'énergie le contrôlait. Mais était-il désireux de mourir pour se libérer de son influence? C'est pour ça qu'il ne l'a pas tué, et au lieu de ça, il voulait que Haruka mette fin à sa souffrance. Le squelette reste sans voix. Soudainement, l'énergie commence à se matérialiser autour du squelette à nouveau. Haruka déclare qu'il doit le détruire pour le libérer de cette malédiction. Mais il hésite. Au lieu de ça, il se dirige vers le squelette et la puissance de subjugation s'active. Étonné, Haruka se demande comment cela a pu se produire. Le squelette ne résiste pas, et Haruka examine son état, découvrant que son niveau a été restauré et son identité révélée. Pris de surprise, il s'exclame qu'il a encore asservi une fille, ce qui le rend anxieux par rapport à la déléguée. Ensemble, ils continuent vers le niveau suivant. Cependant, alors qu'il s'apprête à quitter, le gardien du niveau apparaît. Haruka admet qu'il ne peut pas gérer des combats successifs comme ça. Au moins, le squelette ne voulait pas le tuer, mais cette créature le fera sans doute. Il se rend compte qu'il doit éviter ce combat et fuir vers le niveau suivant. En utilisant sa magie, il cible le plafond pour le percer et s'échapper vers le haut. Mais des créatures de haut niveau, tout au niveau 99, l'attendent. Elles se précipitent sur Haruka, mais dans un retournement inattendu, elles trébuchent les unes sur les autres et meurent sans qu'il n'ait besoin de lever le petit doigt, grâce à sa chance extraordinaire. Le squelette découvre ensuite l'armure abandonnée par la créature. Après l'avoir enfilée, l'armure s'adapte parfaitement à sa forme. Le récit se déplace vers les jeunes femmes au 50e niveau, qui cherchent toujours Haruka. L'une d'elles, la chef du groupe, remarque qu'elles ont atteint la moitié du 50e niveau et qu'elles trouveront sûrement au moins un indice. Elles ouvrent un large portail, mais se retrouvent face à un gigantesque behemoth à un œil qui les attend. La scène revient sur Muriel alors qu'elle converse avec le maître de la guilde. Elle exprime qu'elle sent que quelque chose de périlleux se passe dans le labyrinthe. Il répond qu'aucune annonce n'a été faite par les sentinelles de la station, mais qu'ils ne peuvent pas compter sur les guetteurs actuels, car ils sont trop faibles. Le maître de la guilde ajoute qu'ils ont désespérément besoin d'aide et doivent continuer avec vigilance. Il est conseillé de prévenir les autres aventuriers pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Il lui demande ensuite des nouvelles de l'équipe de Haruka, observant qu'il ne les a pas rencontrés aujourd'hui. Quelqu'un répond qu'ils espèrent que leurs inquiétudes sont infondées et qu'il ne se passe rien de grave de ce côté. Ensuite, nous voyons le guerrier squelette et Haruka. Il commente qu'il lui a donné une cape et qu'il semble que cela ait amélioré son humeur. Soudain, il détecte une créature puissante à proximité.
La créature semble extrêmement forte et seule la magie sacrée est efficace contre elle. Haruka se demande ce qu'il doit faire. La créature attaque, mais Haruka esquive et lance une entité de son bâton magique, la détruisant d'un seul coup. Il remarque qu'il pensait que cet instrument était inutile au début, mais il suppose que tout peut fonctionner si on l'améliore suffisamment. Ensuite, des mythes monstrueux apparaissent. Haruka lance une flamme en disant qu'une fois qu'elles seront attirées, il séparera la magie et amplifiera l'incendie. Ainsi, il les élimine toutes. Haruka avance au niveau suivant et vainc toutes les créatures présentes dans une démonstration spectaculaire de force. Lorsqu'il atteint le niveau 95, il rencontre une créature exceptionnellement puissante. Étonné, il note que cette créature est au niveau 100, mais se trouve au niveau 95. La créature attaque, mais Haruka et la fille squelette esquivent en même temps. Haruka se demande comment combattre une créature qui lui lance des lames. La fille squelette intervient, concentrant son énergie et éliminant la créature d'un seul coup. Haruka est ébahie et pense qu'elle est incroyablement puissante. Heureusement, elle est désormais de son côté. Il ajoute qu'ils doivent continuer et viser le sommet. Pendant ce temps, les compagnons de Haruka affrontent une autre créature. Ils peinent à se défendre contre ces attaques et, épuisés, ils se demandent ce que ferait Haruka s'il était là. La créature manque de peu de tuer le leader du groupe, mais Kakizaki et Oda la sauvent juste à temps. Ils l'encouragent en disant qu'il est trop tôt pour abandonner et qu'ils ont un plan. Ils expliquent la stratégie et Kakizaki commence à détourner l'attention de la créature en disant qu'elle est forte, mais qu'il n'est pas aussi rapide. Les filles travaillent à distraire la créature pendant que Kakizaki attaque. Cependant, la créature porte un coup qui le rend inconscient. Il dit avant de perdre connaissance qu'il n'était que le leur et que son camarade va maintenant s'occuper de la créature comme prévu. Son ami tire sur la créature, la tuant. Le groupe célèbre leur victoire et le vice-leader du groupe déclare qu'en raison de Haruka, leur équipe est de nouveau réunie. Ils jurent qu'ils vont le retrouver. Ils doivent juste attendre leur retour dans le labyrinthe. La terre tremble et les créatures commencent à agir étrangement. Par ailleurs, Haruka et Angelica avancent au niveau 85, mais ils s'arrêtent en voyant que le sol tremble, ignorant qu'une immense horde de monstres approche des environs. Dans une autre scène, on voit une multitude de rats sortir de la grotte, et le garde du lieu entre en panique en apercevant des monstres étranges surgir du sol. Il se précipite immédiatement au guilde des aventuriers pour signaler ce qu'il a vu. Le chef de la guilde comprend alors clairement qu'une énorme ruée de monstres est imminente. Cela le pousse à consulter un ancien texte sur les donjons. Ce texte révèle que les donjons sont en réalité des êtres vivants qui s'étendent vers les profondeurs, niveau par niveau. Lorsqu'ils atteignent leur taille maximale, jusqu'au niveau le plus bas, tous les monstres qui n'y trouvent plus de place commencent à sortir sans interruption. C'est précisément ce phénomène que l'on appelle une stampede. Selon les textes anciens, vaincre le boss au niveau le plus bas met fin à la vie du donjon, entraînant la disparition de tous les monstres. Ainsi, la seule façon d'arrêter cette stampede serait de battre le boss. Tout le monde se demande alors qui pourrait accomplir une tâche aussi périlleuse. Myriel réfléchit un moment et pense à Haruka, mais rejette rapidement cette idée. Juste à ce moment, le sol commence à trembler. Le chef de la guilde ordonne immédiatement d'emmener la population au refuge pour éviter la panique. Il demande également aux membres de la guilde de défendre la porte principale du village coûte que coûte. Pendant ce temps, Haruka et Angelica se cachent pour échapper à des griffons dans un des niveaux du donjon. Haruka n'est pas sûr de savoir s'ils sont des oiseaux ou des lions, mais en expérimentant un peu, il découvre qu'ils aiment les poissons panés imbibés de champignons paralysants qu'il a préparés. Grâce à cette astuce, tous les griffons tombent au sol en quelques secondes, permettant à Haruka de monter sans encombre au niveau suivant du donjon. Par ailleurs, la déléguée et les autres étudiants se dépêchent de progresser dans le donjon pour retrouver Haruka, mais ils s'arrêtent en rencontrant un grand groupe de loups-garous dangereux. Pendant ce temps, Myriel se trouve en dehors du village après la première vague de monstres de la stampede, remarquant qu'il n'a jamais vu autant de monstres auparavant. Gatek informe le chef de la guilde qu'ils ont réussi à repousser la première vague, mais qu'ils doutent de pouvoir supporter la suivante. C'est alors qu'Ofté se souvient que les nouveaux étudiants, y compris la classe de Haruka, sont actuellement dans le donjon. Ils envisagent de leur demander de battre le boss du donjon, car Haruka pourrait y parvenir. Myriel réalise que Haruka est peut-être leur seule chance, bien qu'elle ait déjà envisagé cette possibilité. Tout le monde se demande alors qui pourrait leur transmettre ce message crucial dans une telle situation, car ils sont tous occupés par la dangereuse stampede. Tous les regards se tournent alors vers Myriel, qui est la seule à ne rien faire à cet instant. En comprenant qu'ils veulent qu'elle aille seule au donjon, Myriel panique, affirmant que c'est impossible pour une petite fille comme elle. Le chef de la guilde reconnaît que la mission est cruciale et trop difficile pour une enfant seule. Il demande alors à Ofté d'accompagner Myriel, étant donné qu'il connaît bien le donjon. Ofté hésite un moment, car ils doivent aussi se préparer à la prochaine vague d'attaque, mais le chef de la guilde lui assure que le village sera protégé quoi qu'il arrive. Ofté décide alors de partir immédiatement, mais Myriel semble toujours très peu convaincue et reste terrifiée. Cependant, en voyant les nombreux soldats blessés après avoir défendu le village, elle trouve le courage dont elle a besoin et se décide à aller au donjon. De retour avec Haruka,
Arrivé au niveau 81, il est surpris de découvrir un monde aquatique. Alors que les niveaux inférieurs étaient remplis d'ennemis puissants, le vrai problème ici semble être le terrain. Distrait, Haruka est attaqué par des monstres aquatiques, mais Angelica intervient immédiatement pour le défendre. Haruka la remercie de lui avoir sauvé la vie, puis s'approche de l'eau pour analyser leurs ennemis. Grâce à sa capacité d'évaluation, il découvre qu'ils affrontent de nombreux poissons épais sous-marins. Haruka comprend que si ces créatures foncent toutes sur lui, il finira en morceaux. Il décide donc d'utiliser sa magie de glace, dérivée de sa magie de température, pour refroidir l'eau et ralentir les poissons. En quelques secondes, il remarque que leurs mouvements sont plus lents, confirmant leur faiblesse face à l'eau froide. Haruka termine le travail avec sa capacité d'emballage, enfermant tous les poissons dans un bloc de glace. Grâce à cette stratégie, il progresse rapidement dans le donjon jusqu'à rencontrer le boss du niveau, un énorme poisson, visiblement furieux. Angelica réussit à s'échapper à temps, mais Haruka est emportée par une vague. Elle décide alors d'affronter le boss seule. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, Haruka surgit de l'eau sur une planche de surf spéciale faite de magie terrestre. En utilisant sa capacité de manipulation, il cible la tête du poisson depuis sa planche et le terrasse en un coup. Rejoignant Angelica, Haruka semble plus enthousiaste que jamais à continuer leur progression. Haruka commence à apprécier l'exploration des donjons. Au 79e étage, il trouve l'anneau de la fortune infinie, qui semble augmenter considérablement sa chance, bien qu'il en ait déjà beaucoup. Peu après, au 77e étage, il découvre une salle secrète où il obtient le bracelet béni, qui peut annuler un désastre une fois tant qu'il est équipé. Au 75e étage, après avoir vaincu le boss de l'étage, il récupère un joyau de nécromancie, capable de donner le contrôle sur les morts. Haruka est ravi par ces trésors et envisage de les vendre pour devenir encore plus riche, bien qu'il hésite à les utiliser pour lui-même. Comme il n'est pas maudit et n'a pas de problème immédiat, il décide de donner les trésors à Angelica, expliquant qu'il veut qu'elle retrouve le bonheur après avoir été maudite par les ténèbres. Bien qu'Angelica refuse d'abord, Haruka insiste, rappelant que c'est lui qui l'a obligée à porter cette armure. Finalement, elle accepte et, bien qu'elle soit un squelette, elle semble très heureuse de recevoir ces objets. Pendant leur exploration, Angelica reste en arrière un moment et, dans un retournement de situation, retire son casque, révélant qu'elle n'est plus un squelette mais une fille en chair et en os. Cependant, avant que Haruka ne s'en aperçoive, elle remet son casque et le suit comme si de rien n'était. Au 54e étage, la classe de Haruka parvient à vaincre tous les loups-garous, bien qu'ils soient totalement épuisés. Soudain, ils entendent un bruit étrange, mais découvrent que ce sont Meriel et Ofté, de retour avec des nouvelles sur Haruka et Angelica. Tous deux atteignent le 74e étage, une zone dangereuse de feu, en contraste avec le monde aquatique qu'ils ont quitté. Meriel, découragée en apprenant que Haruka n'est pas avec eux, est réconfortée par Tsuyuri, qui lui assure que tout ira bien. Pendant ce temps, Haruka et Angelica affrontent la chaleur écrasante du 74e étage. Grâce à ses compétences de conscience spatiale et de détection de pièges, Haruka sait que cet étage est un piège, mais il ne sait pas comment le désactiver avant d'être vaincu par la chaleur. Angelica le sauve de justesse lorsqu'il manque de tomber dans les flammes, le conduisant dans une zone sûre pour se reposer. En reprenant son souffle, Haruka utilise sa magie du vent pour créer une légère brise et découvre un trou dans le mur qui le relie au 54e étage où se trouve sa classe. À travers ce trou, Tsuyuri l'avertit des problèmes que traverse le village en raison de la vague de monstres provenant du donjon. Meriel explique que la guilde peine à contenir la vague et qu'une troisième serait catastrophique. La seule façon de l'arrêter est de vaincre le boss du donjon. Haruka confesse qu'il l'a déjà battu, ce qui surprend tout le monde. Cependant, Ofté, sceptique, demande si Haruka s'est assuré qu'il était vraiment mort. À ce moment, Haruka réalise que si Angelica n'est pas détruite, le village sera condamné. Cela le plonge dans un conflit intérieur, car il ne peut pas la tuer après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Déterminé à sauver Angelica et le village, Haruka promet de stopper la vague de monstres d'une manière ou d'une autre. Bien qu'Ofté exprime des doutes, Tsuyuri choisit de faire confiance à Haruka, assurant à tous qu'il tient toujours ses promesses pour les protéger. Inspiré par la confiance de Tsuyuri et de sa classe, Haruka retrouve son énergie et promet de libérer Angelica de sa prison, prêt à affronter ce défi avec une détermination renouvelée. Dans la scène suivante, d'énormes orques, des géants imposants et des créatures squelettiques s'approchent des portes du château. Les courageux guerriers qui défendent la ville sont à bout de force et ne peuvent plus tenir face à ce nombre écrasant. Le chef, avec sa moustache relevée, les exhorte à tenir bon, quel qu'en soit le résultat, leur rappelant que chaque aventurier a le devoir de protéger la ville. Il ajoute que si l'aide des nouveaux aventuriers comme Haruka et son groupe arrive, ils auront tout ce qu'il faut pour vaincre ces monstres. Il insiste sur le fait qu'ils doivent attaquer de toute leur force, car ce n'est pas le moment de se rendre. Posté à la porte principale, il ordonne aux défenseurs de ne laisser passer aucun ennemi. La scène se déplace ensuite vers Haruka et son équipe, profondément sous terre, entourés de flammes tombantes. Haruka rassure tout le monde qu'ils sortiront sains et saufs,
tandis que les autres se promettent de faire de leur mieux pour atteindre la surface au plus vite. Il lui rappelle que le sort d'Omui repose sur lui. Motivé, Haruka décide qu'il est temps d'avancer. Lui et son groupe, actuellement au 73e étage, affrontent des créatures reptiliennes. Haruka utilise ses pouvoirs de glace pour les geler, tandis que l'homme masqué manie son épée pour les détruire. Contre les insectes, il déploie une fumée épaisse pour les éliminer. Ensuite, il rencontre un immense chien rouge à 2 têtes. Haruka lance une bombe fumigène, permettant à l'homme masqué de charger et de trancher la bête en deux, provoquant une explosion massive. Parmi les débris, il découvre des trésors précieux comme des gants améliorant les attaques et défenses physiques et magiques, une clé magique, un anneau détecteur de pièges et un objet désactivant les pièges automatiques. Malgré ces trouvailles, Haruka se lamente qu'il n'a toujours pas trouvé l'anneau de phéromone qu'il cherche. Alors qu'il rassemble les trésors, Haruka mentionne vouloir tester quelque chose une fois de retour à la ville. L'homme masqué lui fait signe de se reposer, mais Haruka insiste qu'il sait qu'il se pousse à bout, mais qu'il ne peut pas s'arrêter maintenant. Le groupe atteint un nouvel étage, le 69e, et y rencontre le hibou du sommeil, une créature dont le pouvoir endort instantanément quiconque l'attaque. En quelques instants, Haruka s'effondre dans un profond sommeil, laissant l'homme masqué, immunisé, le porter et continuer. Lorsqu'Haruka se réveille, il remercie l'homme masqué pour son aide. La scène change à nouveau, cette fois vers un autre donjon où Tsuyuri et son groupe affrontent un sphinx redoutable. Sa taille immense et sa force les terrifient. Harumi tente de l'attaquer, mais ses blessures guérissent instantanément. L'équipe réalise que la force brute ne suffira pas et qu'ils devront résoudre des énigmes pour s'en sortir. Pendant ce temps, Haruka et Angelica traversent un gouffre immense. Haruka prévient qu'ils ne peuvent pas prédire quand cet étage pourrait s'effondrer et qu'ils doivent avancer prudemment. De retour à la surface, Haruka sauve in extremis Tsuyuri d'une attaque monstrueuse grâce à ses gants de contradiction, capables d'annuler les attaques physiques et magiques. Ensemble, ils battent le monstre. Tsuyuri exprime sa joie de revoir Haruka, mais leur célébration est interrompue lorsqu'ils réalisent qu'une vague massive de monstres menace Omui. Sans tarder, ils courent et sortent du donjon et rejoignent les autres aventuriers. La horde de monstres est si vaste que les aventuriers sont sans voix. Ils se demandent comment faire pour protéger la ville. Dans un acte désespéré, Haruka demande à Angelica d'utiliser ses pouvoirs. Ses capacités impressionnantes terrassent les monstres, les faisant disparaître entièrement. Tous sont émerveillés et se demandent ce qui s'est réellement passé. Haruka explique que c'est grâce à Angelica et qu'elle détient un pouvoir absolu sur les monstres en tant que souveraine du donjon. Un air intervient en disant que l'empereur du donjon est censé être plus fort que le roi du donjon lui-même, avec tous les monstres du donjon à son service. Haruka répond que c'est exactement ça, et fait remarquer que le gars sait tellement de choses que c'en est presque effrayant. Haruka déclare ensuite qu'Angelica est la plus forte du donjon. Même après une série de circonstances qui l'ont laissée au premier niveau, elle peut toujours vaincre n'importe quel monstre en un instant. Avec cette force, il pensait qu'elle serait capable de contrôler les monstres. Cependant, cela ne fonctionne que sur les monstres du même donjon, et ils doivent être proches. Une fille demande alors ce qui est arrivé aux monstres qui ont disparu, affirmant que ce n'est pas comme s'ils avaient été téléportés ailleurs. Haruka répond qu'il parie qu'ils sont restés dans leur donjon d'origine, car la gardienne du donjon leur a donné des ordres, et il est sûr qu'ils se comportent bien. Haruka pense à lui-même qu'il est content qu'Angelica s'en soit sortie saine et sauve. La scène se déplace vers la ville d'Omui. Haruka y affirme que la ville devrait profiter d'un peu de paix pour le moment. C'est le moment de lancer l'événement auquel il a pensé dans le donjon. Un ami lui demande ce qu'il fait maintenant. Il répond qu'il utilise les objets obtenus dans le donjon pour organiser un événement et qu'il a amené tout le monde comme demandé. Les gens regardent les objets avec stupéfaction, déclarant que c'est comme une montagne de trésors et que tout cet équipement est rare. Haruka s'adresse à eux en demandant qui est prêt à faire du shopping, expliquant que tous les prix sont incroyablement bas et qu'il ne faut pas rater cette chance. Il ajoute qu'il peut à peine se contenir. Les garçons s'exclament qu'ils ne peuvent pas laisser les filles les battre. Haruka annonce alors que la vente spéciale du donjon commence et qu'il fera payer ses objets. Les filles et les garçons se précipitent pour obtenir les épées, les boucliers et tout le reste. Haruka pense à lui-même qu'ils sont tous obsédés, que cette vente a transformé les filles en monstres assoiffés de sang et qu'il ne faut pas renoncer. Quand les garçons sont épuisés, Haruka dit qu'il suppose pouvoir leur donner accès aux objets qu'il gardait en réserve. Les garçons se ruent sur lui, voulant tout prendre, mais Haruka leur explique qu'il ne fait pas partie de la vente. En les regardant, Haruka sourit et dit que cela devrait aider à garder tout le monde en sécurité. Il pense que la seule chose qui l'inquiète maintenant, c'est Angelica, restée avec eux dans la ville pour le moment. Elle était seule dans ce donjon pendant si longtemps. Haruka, bien que peu bavard, soupçonne qu'elle n'est pas très sociable non plus.